quand tu es entrepreneur, quand tu es exigeant envers toi-même, il ne faut pas que tu oublies qu'à un moment donné, c'est ça, si tu n'as pas de coach, si tu n'as pas d'externe pour t'aider, il y a juste la personne dans ta tête qui te juge toi-même. Ouais. Puis... What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, sur le pod, je parle avec Daniel Valois, VP Stratégie et Finances chez Progression, un SaaS de gestion des tâches et de répartition pour les entreprises de services. Dan a une expérience incroyable, autant en financement de grosses compagnies de tech qui étaient dans des gros cabinets. Puis on va parler un peu du futur, non seulement de son SaaS, mais de la possibilité qu'amène un SaaS extrêmement profitable avec une excellente croissance, bootstrap depuis très très longtemps. Progression, c'est au-dessus de 18 ans, 25 000 users et puis une quarantaine d'employés. Ah, puis Dan nous explique aussi comment il a décroché sa job grâce à des board games. Alright, on passe au show. Let's go! Daniel Valois, bienvenue sur Ça se passe. Plaisir d'être là. Je suis content qu'on ait du in real life temps pour échanger. On s'est parlé sur vidéo. On a été introduit. Comment tu veux-tu raconter? Ouais, ben c'est à vrai dire par Alexandre de Blouin Couture de Desjardins, de mon ancienne vie. Je pense que vous êtes allés luncher ensemble, te parler de moi, puis de fil en aiguille, là, à un moment donné, tu m'as contacté par LinkedIn. Exact. Puis moi, je te connaissais par le pod, là, honnêtement. Par ma célébrité. Ouais, exactement. J'osais pas le dire, mais c'est ça. Ouais. Ah, dude, ça va bien finir la semaine. Je suis vraiment content de le faire avec toi. Fait que Dan, tu veux-tu nous faire une espèce de highlight overview un peu CV là, pour qu'on catch ton profil? Ben là, je vais essayer d'en faire une histoire courte. Mais ça va dans toutes les directions. Là, j'ai commencé, moi, dans l'entrepreneuriat avec la famille. OK. Très loin de la tech. Des quincailleries. OK, Quincaillerie Rona, Home Hardware, boutique de chasse et pêche. Moi, ça, c'est les places où je suis le moins à l'aise. Parce que je suis zéro manuel. Je suis comme... Je sais même pas. Tu sais, quand tu dis cordonnier mal chaussé, là, c'est ça. Non, je suis pas bien plus manuel, honnêtement. Puis, t'étais dans quel bout du Québec à ce moment-là? C'était pas Louisville. OK. Louisville, là, Louisville est connu actuellement pour toute la portion avec les pluies qu'il y a eu. Là, mais tu sais, entre Masquinongé, Yamachiche, Trois-Rivières, Berthier, là, au milieu de tout ça, il y a l'épicentre vraiment de l'innovation technologique. C'est là que ça a parti le Québec en tech. All right. Fait que la famille était dans le quincaillerie. Ouais. Après ça, mettons, ton parcours académique professionnel? Ben c'est ça. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on on est arrivé un moment donné à croiser des chemins avec les commerces familiaux où est-ce que c'était soit on vendait, ce qui était une option, mais j'étais comme trop jeune. Je me souviens plus de l'âge mais j'avais 16-17 ans peut-être. Okay. Puis tu sais, je me souviens du fameux lunch là, où est-ce que mon père m'avait dit, si tu veux reprendre, je vendrai pas, mais il faut que tu me le dises. Puis c'est comme un mauvais timing là, à 16-17 ans. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Fait qu'on a décidé de vendre. Je suis tombé orphelin de business à ce moment-là. Puis c'est là que je suis juste sorti en disant, moi, j'aimerais ça aider plus qu'une business. Fait que il n'y avait pas de profil entrepreneur à ce temps-là, là, comme ma barbe grise, pour probablement le dire. Fait que le principe, c'était de dire, va faire technique administrative. Puis au cégep, c'est ça. Puis là, en fonction de comment ça va aller, ta première session, on va te guider. Ouais. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, mais ça a été le chemin de CPA, là, de comptable professionnel qui était... tout le monde me disait, va-t'en là-dedans, va-t'en là-dedans. À Sainte-Foy, à l'Université Laval? À l'UQTR. OK, c'est bon. Commencer par le cégep, puis après ça, à l'UQTR. OK. Puis honnêtement, quand j'ai fini tout ça, moi, je pensais que je ferais 2 ans de cégep. Puis après ça, finalement, tu te ramasses avec le bac, avec le MBA, tu fais le titre de CPA. C'est ça, t'as comme quasiment l'alphabet au complet dans ton titre. J'en ai une couple, là, CPA, MBA, CF et toutes ces patentes-là. Mais ce qui était surtout spécial, c'est que je me souviendrai toujours quand j'ai fait mon stage, là, tu sors, puis là, tu te fais dire, tu vas être auditeur d'état financier, là. J'ai dit, j'ai fait la pire erreur. Comment j'ai pu faire une erreur aussi grande dans ma vie? Tu sais, je conseille personne. Puis, ce qui est arrivé, c'est assez rapidement, Deloitte sont venus me rechercher parce qu'il y avait une pratique de service conseil. Puis, moi, je leur avais dit, c'est pas compliqué. Je vais trouver des solutions pour les business, mais pas dans les normes comptables ou dans la loi de l'impôt. Fait que financement, achat-vente, redressement, ça a tombé tout ça pour les PME. Nice.
dans les fondateurs de l'équipe des services conseils à l'époque pour Deloitte. Fun fact, Deloitte, ils ont fait une sacrée bonne job de fiscalité sur notre deal avec Snipcard. Pour vrai, sont excellents. Shout-out à Janie, ma fiscaliste préférée. Bon, ben, shout-out à Janie. J'ai probablement travaillé avec elle. Fait que là, tu fais un bout de chez Deloitte. Ouais. Après ça, tu bouges à... Desjardins Capital. Desjardins Capital. Exactement. Puis là, tu étais dans la tech, on va y revenir. Puis progression, ça arrive quand? C'est-tu next? Ou... Non, ben progression, c'est arrivé, à vrai dire, quand j'ai commencé à être en tech chez Deloitte, puis Desjardins Capital, à vrai dire, là, dans ce moment-là. Moi, j'avais connecté avec le président Louis-Philippe Poulin via notre passion commune des board games. Okay, nice. Puis on s'est connus comme ça. Puis j'ai commencé comme consultant, après ça, sur le Board of Advisors. J'ai fait un bon 5 ans sur le Board of Advisors. Puis t'étais-tu consultant, mettons, avec le chapeau des Jardins de Deloitte ou quelque chose de même? C'était comme Daniel Valois, oui, exactement. Okay. Exactement. Puis je pense que c'est à la fin complètement de mon parcours chez Desjardins où est-ce qu'à un moment donné, on l'a senti les deux, moi et Louis-Philippe, on avait atteint la limite de dire, OK, là, tu sais, comme consultant, c'est le max que je peux te donner en ayant un autre job à temps plein, puis c'est quand même une grosse job. Fait que, tu sais, si on a à faire un move, c'est là qu'on le fait. OK. Puis là, ben, c'est là que je suis tombé partner avec l'équipe. Parfait. On va pouvoir creuser sur tout ça. Progression, elevator pitch, c'est quoi que ça mange en hiver? Progression existe depuis 18 ans. On peut être majeur là, très bientôt, officiellement. Félicitations. Donc, fondé par Louis-Philippe Poulin, Pierre-David Bélanger, Nicolas Bourdeau, qui sont toujours là comme actionnaires dans l'entreprise depuis le début. Ça a commencé vraiment, c'est du field service management. Fait qu'on vient numériser tous les processus d'affaires pour les techniciens sur la route. OK. Fait que n'importe qui a un truck avec une échelle sur le toit, c'est un client potentiel. Fait que plombier, électricien, last mile, HVAC, tout ce monde-là. Okay. On part du début du processus de... Tu sais, on est très opérationnel. Nous autres, ça part du dispatch de la tâche à l'équipe qui est sur le terrain. Okay. Fait qu'on fait le dispatch, on fait l'optimisation des routes, on peut faire la facturation, l'intégration au système comptable, puis tout ce qui tourne autour des opérations du field service management. On continue à ajouter des modules au fur et à mesure en fonction des besoins des clients. Puis c'est offert en mode SaaS? Là, c'est offert en mode SaaS, oui. Puis est-ce que ça l'a été jour 1? Parce non. Que là, ça fait 18 ans. Oui. Mais tu sais, au début, il n'y en avait pas d'iPhone non plus. Le 18 ans, là, il y avait... Même, on a eu un avant BlackBerry. Quand on regarde dans nos... il y avait un premier système de dispatch qu'on me dit que c'était par téléphone, là, que l'employé décrochait le téléphone puis il se faisait dire « Tu vas aller rencontrer tel client. » Ah ouais, insane. Mais ouais, ça n'a pas toujours été en mode SaaS. Okay. Même au début, je pense comme n'importe quel business... C'était pas compliqué, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer de l'argent dans un coffre pour payer le monde. Fait que, tu sais, ils ont fait des sites Internet, les gars, ils ont fait du custom au bout. Okay, ouais. Mais de fil en aiguille, tu sais, ils ont commencé à se dire non. Puis ça, je le donne à Louis-Philippe. Puis ce gars-là, il a une vision, Louis-Philippe Poulin, là, le président, il a une vision incroyable de très, très, très tôt. Tu sais, même bien avant que le terme SaaS existe, lui, il s'était dit, il faut qu'on fasse, il appelait ça de la... personnalisation de masse. Je ne sais pas si c'est lui qui a coiné ça ou il a entendu ça en quelque part, mais c'est exactement ça qu'il a fait. C'est dit comment qu'on peut répondre exactement aux besoins du client, mais le faire pour un paquet de monde. Puis pas tous les mêmes types d'entreprises. Pas tous les mêmes types d'entreprises. Puis tu sais, il a réussi, là, ce gars-là. Puis là, Dan, aujourd'hui, ton titre chez Progression? VP Stratégie et Finance. OK, cool. Puis t'es rentré quand? Ça fait 2 ans, 3 ans actuellement, ouais. Puis, donne-moi un portrait un peu numérique là, de chiffres par rapport à la progression. Est-ce que tu peux me dire? Ben oui. 950 clients en date d'aujourd'hui, ce qui se chiffre en user, tu ne peux pas compter de mentir au-delà de 25 000, là, je vais te dire, user. Parce qu'un client peut avoir un paquet de users avec différents trucks, différents équipements. Ça peut aller de 2 users à plusieurs milliers de users. Là, fait que nous autres, c'est très, très wide. C'est grosso modo, nos clients, c'est ça, c'est du 5 à 50 employés, notre entry point, admettons. On aime prendre les clients plus petits puis grandir avec eux autres. Sinon, le reste... L'équipe, 40 employés. 40 et ça varie entre 40 et 50, là, mais on est pas mal... Centralisé à une place en particulier? Ou? À l'époque, c'était Montréal et Granby quand ça a commencé. Aujourd'hui, tout centralisé à Trois-Rivières. OK. Exact. Cool. Puis centralisé.
Avec le télétravail, aujourd'hui, ben honnêtement... T'as du monde qui peuvent trotter? Ben, il n'y a plus tant de monde au bureau. Honnêtement, là, le monde travaille de chez eux. On fait des town halls ou des activités ensemble au bureau, mais on n'oblige pas le monde à venir t'aider au bureau tout le temps. Là, OK. Ouais. Puis la flotte de clients, là, mettons, tu avais parlé de 900-ish clients. Ça, c'est-tu centralisé au Québec, au Canada? Québec essentiellement. Là, puis même, on s'est amusé à faire une map. Là, on voit vraiment l'effet tache d'encre. Où est-ce que ça part vraiment de Montréal. Puis là, après ça, quand on a déménagé à Trois-Rivières, on voit la tache d'encre s'élargir. Aujourd'hui, on a des clients, au moins un client dans chaque province canadienne. Okay. On en a aux États-Unis. On en a aussi un peu à l'étranger, mais l'essentiel est quand même au Québec. Là. OK, cool. Puis là, j'ai le goût qu'on fasse un petit rewind sur comme le début entrepreneurial parce que aujourd'hui, clairement, tu as des aspirations entrepreneuriales, tu es actionnaire en progression, tu veux nous parler d'autres projets aussi. Qu'est-ce qui a fait... Pourquoi tu n'as pas dit oui, mettons, à ton père? Pourquoi c'était pas un no-brainer de reprendre, mettons, les quincailleries? C'est bizarre parce que ça a fait une boucle. Je pense que j'ai fait un cycle moi-même personnel. Je me souviens très bien. J'étais jeune. Ouais. Je me souviens plus, là, mais comme je te disais, 16, 17 ans, mettons. Ouais. Fait que c'était jeune, mais je me souviens que dans ma tête, je m'étais dit, est-ce que j'ai vraiment le goût de juste faire une business toute ma vie? C'était un des points qui disait non, j'ai le goût d'aider plein d'entreprises. Okay. Fait que ça m'a vraiment allumé. Puis c'est là que le côté consultant a débarqué. Mais quand je te dis que ça a fait une boucle, c'est que j'ai trippé à n'en plus finir à être consultant puis à aider tout plein d'entreprises. Mais à chaque client que j'aidais, il y avait toujours une petite affaire dans ma tête qui me disait maudit que j'aurais aimé ça faire ça pour mes parents. Maudit que j'aurais aimé ça avoir ces compétences-là pour du monde que j'aime, pour ma famille. Puis, faire ça pour ma gang. Je suis super content d'avoir fait pour mes clients, mais... C'est pas pareil. Puis, quand je te dis que ça a fait la boucle, c'est que pourquoi je suis venu après ça chez Progression, ben je pense que c'est parce que là, j'étais rendu au point où est-ce que j'avais le goût de le faire avec et pour du monde que j'aime. J'adore. C'était ça, la motivation numéro 1, là, c'était vraiment ça. Puis quand tu étais kid, là, ouais. Est-ce que tes parents étaient actionnaires ou c'était ton père? Mes parents, les deux. Les deux, OK. Les deux, ouais. Le fait que tu avais des parents entrepreneurs, là, ça avait-tu une influence sur genre leur présence à la maison? C'était-tu différent, mettons, ta relation que tu as avec tes parents versus tes amis du quartier, qu'eux autres, je sais pas, leurs parents étaient, mettons, fonctionnaires ou whatever? Ouais. Ben, oui, ça change tout, en fait. Tu t'en rends compte après, par exemple? Parce que quand tu es né dedans, moi, je suis littéralement, je dis toujours, puis c'est vrai, j'ai passé plus de temps dans les commerces familiaux que dans la maison familiale. C'est sûr. Fait que, mais, est-ce que mes parents étaient à la maison? La réponse, j'étais pas plus là. J'étais avec eux autres à la quincaillerie ou j'étais eux autres dans d'autres... Ben oui, je suivais. Fait que, oui, c'est un autre monde. Pour moi, je savais même pas que c'était travailler, honnêtement. Là. Même le concept de job, je pense, ou d'être employé, ça a pris du temps avant que je le comprenne. Puis, y a-t-il des trucs qui t'ont appris, que ce soit genre dans le positif ou le négatif, genre des erreurs à ne pas faire ou des trucs que tu te rappelles? À vrai dire, j'en découvre encore aujourd'hui. Là, toute ma vie, il arrive toujours un bout où est-ce que je me dis... Ah, tu sais, vois-tu, c'était Pat qui m'a appris ça. Je pense que le premier choc a été quand j'ai commencé en technique administrative, puis tu te dis, les gens apprennent pour la première fois actif, passif, puis des contentés. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils apprennent ça en contenté encore, la comptabilité, mais moi, mon père m'avait appris ça très, très jeune. Je me disais, comment ça se fait qu'eux autres, j'avais appris ça. Puis je pense encore, chez Deloitte, je me souviens, la manière de... Souvent, les entrepreneurs... c'est que tu comprends le côté émotif de l'entrepreneur. Cette connexion-là, parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est rough. Là. Pour tout le monde, d'être entrepreneur, il y a des bons bouts, puis il y en a qui sont... Tu connais le creux de la vague. Fait que quand tu aides un entrepreneur qui est dans le creux de la vague, je pense que lui, il comprend que tu le comprends. Puis pour vrai, là. Fait que je pense que ça va me suivre toute ma vie. Là, c'est hot, man. Ouais. Non, j'y en dois beaucoup... Si je peux me permettre, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec l'entreprise? On a vendu.
À vrai dire, c'était le point qui était difficile. C'est parce que nous autres, on était une quincaillerie, mais dans le fond, il y avait plusieurs commerces. Là. Quincaillerie, boutique chasse-et-pêche, je pense que c'était en tout cas une boutique de sport. Là, je me souviens plus exactement ce que c'était. Puis un autre commerce qui vendait des équipements spécialisés, des rackings. Toutes différentes corporations ou une seule qui opérait? Toutes différentes. Ah ouais. Toutes différentes, ouais. Hein. Puis mon père a eu l'occasion, je pense qu'il avait 58 ans à l'époque, de dire OK, on a un acheteur. Son comptable, il avait dit, lui, il disait tout le temps non, Daniel va reprendre. Daniel va reprendre. C'était toujours ça son réflexe. Ouais. Puis à un moment donné, c'est son comptable qui a dit ouais, Daniel, il t'a-tu dit qu'il allait reprendre? Ouais. Ça l'a comme mis un peu face à la réalité. Est-ce que ça a été comme un petit peu un deuil pour lui de faire genre fuck, mon fils, il le reprendra pas finalement, genre? Hey, écoute. Appelons-le! Ouais. Non, mais écoute, je te dirais pour vrai, ça a été. Moi, je vais me souvenir de cette discussion-là jusqu'à la fin de mes jours, là, parce que ça a été. Oui, je suis sûr qu'il n'a pas été déçu. Aujourd'hui, il ne m'a jamais laissé voir, en tout cas, qu'il était déçu de ça. OK. Mais en même temps, pour lui, c'était très clair. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Non, Daniel va reprendre. Je fais ça pour... Puis lui, il faisait ça en partie. Je pense que sa motivation, à un moment donné, était de dire, je vais laisser... C'est ça mon héritage. Puis, fait que ça a été un souper un petit peu spécial. As-tu eu une bonne relation mostly avec lui? Ah, ben oui. Ouais. Oh, oui. Ta mère aussi? Mon père a décidé il y a quelques années. Ma mère, on se parle encore. On est une petite famille, je suis enfant unique. Hein, fait qu'honnêtement, on se parle encore régulièrement. Puis, non, pour vrai, très, très proche de mon père. C'est une très cool origin story, man. Ouais. Puis le pire, c'est quoi? Avec ça, il faut que je le dise, là, parce que on était tellement maniaques là, ça a toujours été... Tu sais, mon vrai ultime premier coach de tout, ça a été mon père. Là, Malheureusement, tu t'en rends compte après. C'est ce qui est triste. Là, mais encore de temps en temps, là, il nous pognait des tripes de dire... Puis lui, sa retraite, en passant, ça a été de la scrap. Là, il a vendu genre à 58 ans. 3 semaines après... Puis il arrêtait de travailler tout. Là. 3 semaines après, il nous a fait un lunch en disant là, écoutez, je recommence pas à travailler, mais j'aurais un petit contrat. Il a travaillé jusqu'à 73 ans. Il aimait ça. Puis on allait encore faire des tournées de quincaillerie, moi et lui, pour voir ça, c'est une bonne idée, ça. Puis c'est ça. Non, c'était un élément commun qui vous rassemble aussi. Là, ça te permet de bonder. C'est malade, man. All right, fait que là, t'as fait un bon bout, là, si tu comptes Deloitte plus Desjardins Capital, Innovation Technologie, c'est une couple d'années facile. Là. Ouais. J'ai pas envie qu'on creuse sur tout ça, parce qu'on finirait plus, mais j'ai le goût que tu m'extrais peut-être genre un 2-3 insights ou apprentissages que tu as eu pendant que tu étais dans ce gig-là de consultant, de compagnie en tech, puis que t'en as vu plein, mettons. Il y en aurait plein là, que je pourrais te dire, mais je pense en tech surtout, là, si on focus en tech, l'élément qui m'a vraiment frappé beaucoup, c'est à quel point le secteur des technologies est sujet à se faire attaquer par des trends et des hypes. Puis ça, je pense que c'est l'élément numéro 1, là, c'est il ne faut pas que tu embarques dans le trend ou dans le hype. Tu peux le faire si tu sais vraiment ce que tu fais. Okay. Mais moi, c'est ce qui m'avait frappé le plus. C'était dans l'époque du blockchain. 2017, je pense là, que c'était la folie. Tu pouvais faire n'importe quoi avec... Tu pouvais écrire blockchain sur un cochon puis te présenter sur Bay Street, puis le monde disait ou on te fait un chèque, voici de l'argent, puis c'est brillant. Tu pouvais mettre blockchain sur n'importe quoi. Puis, mais ça, c'est ces business-là qui se plantent. Fait que moi, je pense que c'est le gros apprentissage, c'est d'apprendre à... Peu importe la tech, on s'en fout, à vrai dire, de la tech. Est-ce que tu as vraiment le bon outil pour donner de la valeur à un client qui est prêt à l'apercevoir puis payer pour? Puis c'est facile pour un entrepreneur de dire « Oh là, c'est l'AI. Ça prend de l'AI. » Non, mais attends, ça n'en prend-tu, l'AI? Ouais, ça revient, je pense, à genre les first principles. Est-ce qu'on est en train d'être en amour avec une solution puis des outils ou on veut vraiment régler un vrai problème avec un modèle d'affaires soutenable? Ouais. OK, legit. Puis... Combien de compagnies tu penses que t'as aidé? Oh my God. Je sais que j'ai arrêté de compter. Il fut un temps où est-ce que je gardais un petit compte, mais après 500, j'ai arrêté de suivre. Là, si je prends Deloitte et Desjardins, là, tout ensemble. Là.
Mais tu sais, je sais pas si je me suis rendu à 1000, honnêtement, mais ouais. Oui, puis c'est... Tu sais, quand tu es entrepreneur, puis que tu as la chance de travailler avec plein d'autres business après, tu es constamment dans une espèce d'euphorie. Ça me fait un peu ça avec le pod, man. Ben, c'est... Ouais. Puis, y a-tu des... quand on s'est parlé la première fois, tu as mentionné une phrase, un terme qui était les Québec One Hit Wonders. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça, c'est un terme qui me gosse, mais qui est vrai, par exemple. Là, c'est quelque chose que j'ai entendu. Je dirais c'est vraiment quand j'ai été... C'est chez Desjardins que j'ai entendu ça pour les premières fois. OK. Mais j'ai toujours été proche aussi de tout l'écosystème tech. Puis il y avait beaucoup de gens qui... Ça commençait par des VC, à vrai dire, plus américains. Puis là, je me disais, OK, c'est peut-être une espèce de chichi américain contre canadien, tout ça, mais en bout de ligne, il y a un fond. Puis là, même au Québec, à cette heure, on entend un Québec One Hit Wonder dans le domaine de l'investissement en tech. C'est une business qui était bonne au Québec, mais qui n'a pas été capable d'être bonne nulle part ailleurs qu'au Québec. Puis ça, c'est vrai en bout de ligne. T'sais. Au début, ça peut peut-être donner une claque d'en face, quelqu'un qui se fait dire ça, mais la réalité, c'est qu'il faut avoir un mindset international le plus vite possible, parce que sinon, à un moment donné, le Québec, il n'est pas si grand que ça. Surtout en tech. Ben oui, c'est ça. Fait que ça existe, les Québec One Hit Wonder. Je pense que, même nous autres, on a un gros footprint au Québec, mais au moins, on est capable de reconnaître qu'il faut qu'on fasse des efforts pour aller à l'extérieur du Québec. T'sais. Penses-tu que, parce que, écoute, ça fait écho à des points que j'ai déjà faits où est-ce que, genre, c'est facile de commercialiser au Québec à cause que tu as l'avantage géographique, linguistique, culturel, c'est sécuritaire, genre, puis on a comme une forme de nationalisme ou genre de fierté culturelle qui va faire qu'on va prioriser faire affaire avec des business de tech qui sont de notre coin, je pense. On l'avait vécu un peu avec Snipcart, puis avec Snipcart, on avait cassé ça direct, man, puis on avait dit... Nous, c'est vraiment fucked up à dire, là, mais nous, quand un client au Québec veut travailler avec Snipcart, avec notre SaaS, il faut considérer ça comme un désavantage. C'est des points dans le négatif. Ouais. Puis je me sens mal de dire ça quasiment sur un pod québécois, mais je vais m'expliquer un petit peu. Ce qui arrive, c'est que il y a un paquet de clients au Québec à l'époque, là, on parle de genre 2014 à 2017, mettons, que le fait qu'on soit francophone, le fait qu'on soit au Québec, on était à Québec, il y avait des assumptions, ils assumaient qu'on était basically leur fournisseur de service. Puis que vu qu'on était de la même place, puis qu'on était proches, ils pouvaient peut-être venir chez nous, on pouvait faire des meetings pour parler des fonctionnalités, puis tout ça. Puis il y avait un concept de, man, on est en train de commercialiser un SaaS, Software as a Service. C'est le logiciel qui t'amène la valeur. Tu l'utilises comme tu veux, c'est self-serve. Moi, je suis pas en train de travailler pour toi uniquement. Je travaille sur un logiciel qui, lui, travaille pour des milliers de personnes. Fait qu'on s'en est vite rendu compte que genre, hey, esti, on se tire dans le pied. Puis ça, c'est sans compter les gens qui étaient beaucoup plus sensibles à des enjeux linguistiques, ou est-ce qu'il y avait des parties de notre website ou de notre app qui n'étaient pas en français, puis qu'il y avait eu des plaintes. Puis à un moment donné, ça a résulté dans des plaintes à l'OQLF. Puis tu comprends que nous autres, ça nous a coûté des milliers de dollars pour genre localiser, traduire un paquet de cossins. On a eu un paquet de suivi avec eux autres. C'était vraiment rough. Fait que pour nous, dès le départ, c'était comme quasiment un flag négatif. Ouais. Ça me fait chier de dire ça, mais comme it is what it is, man. Ben, je te comprends, puis je crois que maintenant, tu sais, il y a moyen de trouver le meilleur de tous les mondes, tu sais, aujourd'hui. Sure. Il y a sûrement moyen ben, pas il y a sûrement, je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver le juste milieu en bénéficier à la fois du fait que tu as un avantage. Tu as vraiment un avantage à être une business québécoise en tech dans le marché québécois. Le monde, t'as comme le monde. Il y en a plusieurs. Il y en a plein. Il y a des désavantages aussi. Ben, c'est ça. C'est de trouver une manière, par exemple, de bien doser. Puis je compare ça un petit peu à... C'est comme le dosage entre marketing puis dev produit. Nice. T'es-tu mieux de faire juste de l'INO puis pas de marketing ou juste du marketing? Non, à un moment donné, il faut que tu équilibres. Ben, c'est un petit peu le même principe, développement local, développement international. Ouais. En tout cas, je le vois de même. Ouais. C'est si tu n'as pas la vision produit puis commercialisation plus grande que le Québec, tu vas designer puis shipper une plateforme puis une app qui répond rien qu'au Québec. Ouais. Fait que quand tu vas avoir le cash puis les moyens pour commercialiser en dehors du Québec, tu vas des années en arrière, genre, parce que tu n'aurais pas les muscles produits puis les muscles marketing pour, genre, nailer, genre, j'allais dire l'Angleterre. Ben, pourquoi pas, là? Je vais dire l'anglais, en tout cas. Les États-Unis, Canada. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Tu sais,
t'as un legacy. Le risque qui est là, le vrai. Surtout pour nous autres, admettons, ça fait quand même 18 ans. Là. Ouais. Tu sais, si ça fait 18 ans que tu fais quelque chose qui est juste pour le Québec, la journée que tu vas aller ailleurs, tu peux te ramasser avec du monde qui regarde ça et qui dit on n'est juste pas capable. Ouais. Mais là, c'est là, par exemple, que je le donne à Louis-Philippe, le fondateur, puis les fondateurs. Tu sais, même moi, aujourd'hui, j'en ai rencontré des entrepreneurs, mais comment? Tu sais, c'est tous des gars, Louis-Philippe et Pierre-David, là, c'est deux gars de Saint-Alexis. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est ça, c'est un village, tu sais, en haut de Louisville. Là. OK. Ces gars-là, d'avoir cette vision-là, il y a 18 ans, de dire, nous autres, il faut qu'on soit multilingue. Nous autres, du moment, on dirait qu'ils voyaient toujours ça. Ça, c'est pour vrai, c'est une vision qui est bien impressionnante. Il y avait une de mes questions qui était comme pourquoi tu as décidé de changer d'équipe puis de passer de consultant qui aide plein de compagnies à genre une. Je pense que tu y as bien répondu. Tu veux-tu ajouter de quoi? Ben non, mais tu sais, c'est ça. C'était le monde que t'aimais. Ouais. C'était genre appliquer en profondeur toutes les skills que tu as développées partout. Ben. C'est quasiment un genre de, je veux pas dire hommage à la business familiale. Genre, ce que tu aurais pu leur offrir, tu l'as offert à du monde que t'aimais. Ouais. Ben, je vais te dire de quoi que, ben, t'as pas mal mis le doigt dessus, mais je vais te dire quelque chose qui était bien, bien, bien frappant. Tu sais, moi, mon père est décédé il y a 2-3 ans, là, juste à vrai dire, avant que je fasse le switch chez Progression. Pendant le COVID? Ouais, c'est ça. Puis, désolé, man. Ben, c'est correct. Puis, je me souviens quand j'avais dit à ma mère, tu sais, je vais m'en... Je pense m'en retourner en business. Puis je me souviens qu'il était à la maison dans ce temps-là, puis ma mère, elle ne savait pas comment. On voulait y annoncer, mais on devrait pas. Parce que lui, longtemps, il ne voulait pas que je m'en retourne en business. Il disait trouve-toi une bonne job. Okay. Pourquoi tu te casserais la tête à être entrepreneur? C'est vrai, là, c'est rough, puis le stress, puis tout ça. Puis j'avais été y annoncer, puis j'avais dit écoute, ben, je voulais te le dire, là, je m'en vais en business. Puis il me dit c'est correct. Puis là, même moi, j'étais surpris de sa réponse. Puis j'ai dit, j'étais sûr, tu me dirais que c'est une mauvaise idée. Il m'a dit non. Il dit, je le sais que tu les aimes pour vrai, ce monde-là. Ah, man. Ouais. Fuck. Puis ça a été. Man, ça me fait pour vrai, moi, encore aujourd'hui, fait c'est beau. Ça a été ça, ouais. J'étais bien. Ouais. Ah, man, je suis choyé que tu me partages ça, d'autres. Vraiment. Ça fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai perdu quand j'étais flow, mon père, man. Puis de voir des belles histoires puis des bons bondings dans même, ça me touche toujours bien creux. Ça, ben écoute, c'est. Pour vrai, c'est. Ouais, je pense que c'est un peu c'est ma manière d'y rendre hommage encore aujourd'hui, je pense. Ouais, je suis content de le faire avec toi. Pour vrai, oui, man. Merci. C'est un privilège, man. Fait que, avant qu'on aille de l'eau dans les yeux, on va bouger à une question pour le business. Toi, t'étais pas là au début de Progression, non. Mais tu dois avoir quand même des cues sur la genèse. Tu sais, les boys, tu dis, ils venaient de Saint-Alexis, il y avait une belle vision. Leur famille, leurs amis, eux-mêmes, travaillaient dessus dans justement dans le type d'entreprise que maintenant Progression sert ou. Zéro. Okay, ben parle-moi de la genèse, genre. Ben, la genèse, là, ça a vraiment parti de. C'est Louis-Philippe Poulain, qui est le président fondateur. Ouais. Mettons, là, c'est lui qui était à l'ETS à l'époque, qui étudiait en. Là, je ne sais pas c'était quoi là, c'était pour être programmeur, admettons, ou là, j'étais génie, whatever. Puis, il y avait un stage pendant ce temps-là. Puis, dans son stage, lui, il est comme arrivé face aux problèmes qu'il ne comprenait pas que le monde, c'était dans le domaine des télécoms. Puis là, il voyait des papiers passer, des copies blanches, des copies jaunes, des copies roses, du monde qui dispatchait le matin, qui rentrait à des heures qui n'avaient pas de bon sens le matin pour dispatcher des tâches. Puis lui, il avait tout simplement été voir son patron à l'époque. Il avait dit, écoute, je pense que je peux te trouver une solution qui va sauver bien du temps. Il a appelé Pierre-David, son chum, qui était lui aussi codeur. Il a dit, hey, une fin de semaine, on livre quelque chose. Puis je pense qu'ils ont pris une fin de semaine, une semaine, ils sont arrivés à quelque chose. Il y a eu un premier client. Nice. Puis lui, ben, ça a commencé avec un client. Puis là, ben, c'est ce qui. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, il traîne là, ce point-là. Là. Il n'a pas été capable de finir, à vrai dire, ses études à l'ETS parce qu'à un moment donné, c'était toujours au téléphone parce que là, un nouveau client, puis là, tu ne veux pas lâcher le client. Puis là, ben, tu sais, fait il a drop out. Il a drop out, mais il a créé une business merveilleuse aujourd'hui. Incroyable. Puis tous ces gars-là sont encore là. C'est hot. Ouais. OK. Puis toi, quand tu arrives. Parce que là, toi, tu avais une relation avec lui qui s'était développée comme consultant. Tu l'as connu comment, toi? Ben, nous autres, on s'est connus
par les board games, à vrai dire. On est deux fans de jeux de société. À quoi vous jouiez? À vrai dire, on avait en même temps, ça c'est vraiment weird, là, en même temps, moi je suis de Bécancour, lui est à Trois-Rivières. En même temps, on a eu l'idée de faire des soirées de jeux de société dans un nouveau café. Okay. Mais on a parlé à la même personne, aux deux mêmes personnes, au café puis aux vendeurs de jeux de société en même temps. Ah ouais. Puis la soirée même, que moi, je pensais que c'était moi qui avais organisé cette soirée-là. J'arrive, puis je regarde sur l'affiche, puis je vois animateur Louis-Philippe Poulin. Moi, j'étais comme, c'est qui ce dude-là? Tu sais, Puis on a vraiment pensé à la même chose en même temps. On s'est connus là. Wow. Puis là, de fil en aiguille, il a dit, moi, j'ai une business tech. Moi, je travaille comme consultant. Puis, s'il y a de quoi, viens donc nous aider. Hey, on comme va quoi, faire le canif. fucking destin, hasard, man. Des fois, ça fait bonne chose. Ouais. Puis c'était quoi, mettons, ton genre de jeu préféré? Là? C'était-tu genre Hardcore Geek, Donjon Dragon édition 5, je sais plus quoi, ou c'était Monopoly? Non. Hey, nous autres, honnêtement, là, demain, je pars pour un 24 heures encore avec Louis-Philippe de board game à son chalet. Fait que c'est encore dans votre vie, ça. Puis chez Progression, il faut comprendre que la plupart des gens qu'on a connus, à l'époque, quand on a fait cette petite soirée-là, je pense qu'il y avait 8 ou 12 employés dans le business. OK. Il y en a plein qu'on a connus là qui aujourd'hui sont dans le business avec nous autres. Là, fait pro type de RH, startez-vous un board game salon. On a encore une game de Donjons et Dragons avec tous les pas avec tous les employés, mais on a un DM dans nos employés. Là, ouais. Dungeon Master. Il y a des games de Donjons et Dragons réguliers. T'es-tu sérieux? Hostie que c'est fort. Ouais. Parce que ça crée comme la culture de l'entreprise, c'est une composante de la culture de l'entreprise qui est là depuis le début de l'agence. Ouais. OK, nice. On n'a pas fait ça pour être cool. C'est pas comme ceux qui mettent une table de ping-pong en disant, regardez, non, nous autres, ça a grandi comme ça. Puis on est geek à côté. Hein. C'est quoi ton personnage à Donjon? Là, j'en ai pas actuellement parce que j'ai pas suivi les games, mais j'ai quand même... oui. Mais là, j'ai promis à ma gang que je... Shame! je vais y retourner. Je vais y retourner, c'est sûr. Ah, dude. C'est drôle, man. Je sais que dans l'audience, en plus, je pense à Guillaume Simard aussi, qui est un bon geek de D&D. Il y en a qui vont aimer ça. Alright. Fait que là, ma question pour toi, c'est, t'avais clairement une relation avec certaines de ces personnes-là via, mettons, le board gaming puis la consulting que t'as fait. Mais quand tu rentres comme actionnaire, comment c'est reçu dans le business? OK, Dan s'en vient, il va être VP stratégie, c'est bien ça? Ouais, stratégie finance. Il va s'occuper d'un paquet d'affaires, il devient actionnaire. Hein? Ça a-tu été bien reçu, genre? Oui, tu sais. Okay. À vrai dire, on a travaillé en conséquence beaucoup. OK. C'est assez particulier parce qu'on était tellement proches d'un point de vue personnel. Puis, tu sais, j'avais toujours une crainte. Je pense que les deux, on avait une crainte de dire, tu sais, on est des chums d'abord et avant tout. Là. On avait engagé une firme de RH à part pour comme nous faire un processus, les deux, pour voir ça va-tu fitter entre nous autres. On a fait des tests avec les autres actionnaires pour voir si c'est complémentaire. Il y a plus de monde qui devrait faire ça. Moi, je pense que c'était... Puis, pour vrai, je le regrette pas du tout. Là, parce que ça nous a permis de dire... C'est pas nous deux qui va juger si on est un bon fit. Puis je voulais même pas que parce qu'on est chum, je voulais pas qu'il m'engage parce qu'on était chum. Je voulais qu'il m'engage parce que j'étais la bonne personne. Puis là, avec la firme de RH, ça a permis de régler ça. Fait que ça a facilité le processus. Dans le fond, j'ai fait comme je lui ai forcé à faire une VD de RH. Vérification diligente. Exactement, vérification diligente avec moi. Fait que ça a super bien été. Mais c'est sûr que, par exemple, je pense que les gens me connaissaient déjà. Fait que ça allait aider beaucoup. Les actionnaires me connaissaient tous. Lien de confiance. Le point, par exemple, c'est que, honnêtement, je pense qu'il n'y avait aucune idée de qu'est-ce que je serais pour faire. C'était comme flou, genre? Tu sais, eux autres, ils se disaient, OK, on est content que Dan arrive, ça, je pense, mais... Puis même, honnêtement, moi, au début, je dis toujours, tu sais, il faut que tu t'adaptes là, à c'est quoi qui est à faire. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui est le plus important de faire, à vrai dire, au début. All right, folks. Petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. C'est le cabinet Tech Enable pour toutes vos transactions, que ce soit du financement VC au Stock Option Plan. C'est basically des programmeurs en cravate. Fait que check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas l'épisode 73 avec le founder Guillaume. All right, de retour au pod. Ouais, puis ça highlight aussi un autre truc que je pense qu'il est important de mentionner, c'est que ta job, c'est pas juste de faire ta job, c'est aussi de vendre ta job à l'interne. Faut que le monde catch la valeur que tu amènes. C'est pas à eux de decipher ou de découvrir c'est quoi. C'est quand même à toi de le communiquer comme du monde. Puis il y a des employés vraiment sharp ou actionnaires, execs qui rentrent, qui sont pas bons là-dedans. Puis ça fait qu'ils n'ont pas le buy-in puis le support de l'ensemble des troupes.
Fait que ça, c'est important. Fait que comment t'expliques ça, genre stratégie, finance? Finance, I guess que le monde ont des proxys pour comprendre, mais stratégie, c'est genre... Hey, man, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Ben, c'est ça, ça peut être... Mais tu sais, souvent, moi, je résume ça à... Puis, c'est, admettons, le pathway que je suggère au plus grand nombre de personnes qui s'en vont. Tu sais, CEO ou CFO, tu sais, moi, je explique toujours ça de la même manière, là, tu sais, puis tu peux le mettre à toutes les sauces. Peu importe le rôle que tu as comme exécutif dans une business ou même comme consultant, moi, j'ai 3 buckets. Tu sais. J'ai ce que je sais que je sais, que je sais que je sais pas, puis il y a ce que je sais pas que je sais pas. Ouais, les Black Swan type puis, of stuff. Là, le principe, c'est de dire... Moi, quand je suis arrivé dans le business, je savais ce que je savais, mais je voulais essayer d'enlever le plus d'affaires que je savais pas, jusqu'au niveau que j'avais un certain confort. Puis moi, je disais au monde, je veux enlever de la brume sur l'échiquier pour... Je le sais qu'il y a 40 millions de moves qu'on peut faire, mais voici pourquoi je pense que c'est ça qui devrait être notre target pour tout le monde, notre focus. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis pour vrai, le monde a bien embarqué. Là. Nice. Puis toi, dans le fond, le switch au cloud puis le modèle SaaS avait déjà été fait quand tu es rentré. Ouais. Mais quand tu étais consultant avant, c'est-tu pendant ce temps-là que ça a été fait? Au début, ouais, ça s'est fait à cette époque-là. Ça a-tu été rock'n'roll, la transition, ou ça a mostly bien été? Ben, ça a été rock'n'roll. Ça n'a pas... Oui, il y a eu des bumps là, on the road, mais bizarrement, ça a surtout été à l'interne même. C'était bizarre au début, le cloud. Là, c'était vraiment weird. Puis je me souviens que Louis-Philippe puis Pierre-David, eux autres, c'était comme, il faut qu'on s'en aille là. Mais on avait même du monde à l'interne qui était comme vraiment pas certain. C'était un hype, cette patente-là. Ça va... Finalement, ben, le mot aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est capable de scaler puis d'aller n'importe où. Ouais, mais probablement qu'il y a 18 ans aussi, man, la connectivité du réseau Internet pour tout ce monde-là qui vont faire des jobs dans plein de géographies, plein de localisations différentes, ça devait pas être la même game. Fait que de là, peut-être un certain doute de ben là, vont-tu vraiment que tout soit web-based avec des antennes puis des ondes ou genre on peut faire de quoi d'autre? Ouais. Mais à vrai dire, encore là, tout est dans tout. Là, du fait que les gars sont de Saint-Alexis, qui est une région où est-ce qu'il n'y avait pas tant de réseau à l'époque, ça a toujours été structuré d'une manière où est-ce que tu peux sortir complètement du réseau, faire tes jobs, puis revenir du moment que tu repognes du réseau. Ça se fait. Okay. Ouais. Très cool, man. Ouais. Parlons-en de cette industrie-là. FSM, Field Service Management. Ouais. Avant qu'une business comme Progression arrive dans le décor, comment est-ce que ça gérait un peu ces to-do-là mettons un plombier, genre? Ouais. Il y a plein de camions. Hein. Pour vrai, le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, on est surpris que on le dit souvent, notre principal... On a 2 gros compétiteurs encore, admettons, dans le marché. Ouais. C'est encore le pad que tu peux acheter au Dollarama, blanc, jaune et rose. Le bon vieux statu quo. Ça et le Excel. Ça, c'est comme nos 2 gros compétiteurs actuellement. C'est le fun, ça, comme compétiteur. Ben, ils n'ont pas de budget marketing, ils n'ont pas de brand, ils parlent pas. Mais ils sont pas toujours faciles à tasser, par exemple. Parce que, les gens sont... Dans le fond, notre compétiteur, c'est l'habitude qu'ils ont pris, puis de dire, ben ça va bien, pourquoi qu'on changerait? Mais comment que ça... Si le field service management, là, prenons un cas typique, un plombier, ben ça part de moi ou toi qui appelle un plombier pour dire j'ai un tuyau qui vient de péter. Il y a quelqu'un quelque part qui pouvait avant mettre ça à mitaine sur une feuille de papier ou dans un Excel. OK, je dois aller voir Daniel parce que son entrée d'eau est pétée. Ouais. Puis là, ben, il se crée un backlog. Puis là, un moment donné, ben, soit bien tôt le matin ou tard le soir, il se dit OK, comment je vais dispatcher ces jobs-là à mes employés qui sont sur la route? Ça se faisait, OK, là, lui, il reste à telle place, ça a l'air pas loin de ce job-là. Fait que ça se faisait littéralement à mitaine. Fait que là, nous autres, on prend chacune de ces étapes-là, puis on dit, ben, une fois que la job est rentrée, ben, on sait où sont les employés, on optimise la route, on dispatche les tâches de manière automatique. Quand la job est finie, tu peux signer sur ton cellulaire directement. Ouais. La facture se met dans le système comptable, tu reçois direct, on accélère l'encaissement, toutes ces affaires. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a de la logique informatique qui peut gérer la majorité de ces trucs-là. Ouais. Fait que les gars et ou filles qui sont dans les trucks, puis tout ça, eux autres, ils ont une app, mettons, qui roule Progression. Exactement. Sur leur cellulaire. Souvent, c'est cellulaire, là, directement, puis ils ont un petit pop-up. Ah, tu sais, ma prochaine job, c'est celle-là. Fait que tu as 2 types de users, I guess. Tu as comme les
des field workers qui vont vraiment se déplacer, aller faire des jobs, puis t'as comme probablement des dispatchers, gestionnaires, genre. C'est exactement. Eux, c'est comme tes power users ou c'est juste deux profils différents? Non, c'est deux profils différents. Okay. C'est vraiment deux profils différents. C'est un dispatcher pour plusieurs users. Là, on s'entend pour plusieurs techniciens sur la route, on s'entend. Mais c'est deux profils, mais c'est juste pas la même job. C'est le même outil, mais pas la même job. Puis tu sais, là, on est loin de faire un SaaS pour des SaaS, fait que genre vendre un produit numérique à des gens qui codent et designent des produits numériques. C'est pas nécessairement les users les plus tech savvy, disons. Là. Est-ce que l'intégration, l'adoption, mettons, d'un système comme Progression Live, c'est rough? Y a-tu beaucoup d'onboarding? Ou? Ben, nous autres, on onboard à l'intérieur d'une journée. Mais, mais encore là... Ça dépend de la taille, j'imagine, un peu, ou même pas? Ben, puis encore, tu sais. C'est sûr, on a toujours des comptes majeurs. Là. On a une certaine catégorie de clients qui sont des comptes majeurs. Ça peut être un peu plus long, puis eux autres, ils ont des gens attitrés, mais 90% de nos clients, en une journée, ça se fait. Mais c'est là, je crois que Progression, puis là, je ne veux pas prendre le crédit là-dessus, c'est vraiment, encore là, Louis-Philippe, Pierre-David, Nicolas qui ont monté ça. C'est le point qui est très... on a toujours voulu être proche des clients d'abord et avant tout. À vrai dire, dans la philosophie, ça a toujours été, on ne veut pas être la business tech qui arrive chez un plombier et dire, ben, si tu veux être moderne, il faut que tu travailles à notre manière. On a toujours voulu être... Nice. Dis-nous comment tu fais. Tu sais, c'est toi qui es plombier. C'est toi qui sais tes opérations. Moi, là, je suis un gars de tech. Là, je ne sais pas comment tu fonctionnes. Dis-nous comment tu fonctionnes, puis nous autres, on va répliquer ton processus d'affaires dans la progression. C'est ça le principe de mass customization que Louis-Philippe appelle. C'est que nous autres, on peut splitter jusqu'à 999 tâches dans le processus d'affaires du client pour que la journée qu'il l'adopte, il ne tombe pas dans un nouveau système. Il va reconnaître chacune des étapes. Tu sais, si la première étape, c'était il y avait quelqu'un qui recevait un call, bon, ben, on va faire réception du call, il va y avoir une tâche que c'est le call. Après ça, le dispatch, puis tout ça. Fait que c'est custom, mais ça s'implante rapidement. Ben, c'est ça. Ben, fait qu'il y a un besoin d'avoir un accompagnement en implémentation parce que là, tu peux pas mettre 999 options dans l'user experience. Le gars ou la fille vont genre faire je suis étourdi. Fait que ça veut dire que c'est quoi? C'est-tu un genre d'account manager, sales personne qui est comme qui passe du temps avec la personne, soit au téléphone ou physique, puis qu'après ça, il dit ben check, moi, je vais te setter de quoi dans la progression, puis là, run with it, genre? Ouais, c'est un intégrateur, nous autres, qu'on a, là. C'est vraiment ça. La personne, c'est ça, sa job. C'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, on a des intégrateurs qui sont proches de tous les secteurs. Fait que là, tu sais, t'arrives avec un électricien, ben il y en a eu plein d'autres électriciens. T'arrives avec un plombier, fait que là, il est capable de dire... C'est un mix de deux choses. C'est le client qui dit, ben moi, je fonctionne de même. Puis on est capable de dire, ben, on peut tout te setuper comme tu es fait actuellement. Hey, mais savais-tu que tu pourrais faire ça? Fait qu'on a une portion conseil. Comme d'éducation. Hein. Ouais, mais ça, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que je t'avais parlé dans nos discussions avant le pod qu'on est contrarien, là, mais ça, c'est quelque chose, combien de fois qu'on s'est fait dire de ne pas faire ça? De dire, hey, non, c'est pas scalable. Puis est-ce qu'on est moins scalable? Probablement. Mais par exemple, c'est pas pour rien qu'on a un churn. Ta rétention est malade dans ta tête. Le churn, une fois qu'ils l'utilisent, là, ils s'en vont pas. Ils s'en vont pas. Ouais, puis c'est pas comme si c'était genre une clientèle méga expérimentale, toujours en train d'essayer c'est quoi le logiciel, le software le plus optimal pour leur productivité aussi. Là. Mais c'est malade ce que tu dis, genre. C'est vrai qu'on va le dire, genre, hey, dis non à un paquet de fonctionnalités, dis non à la personnalisation trop avancée, tu veux que ça scale puis que tu puisses. Mais vous autres, vous avez quand même prouvé qu'avec la personnalisation avancée, si elle est bien faite, mettons, puis que la structure de coût puis d'énergie que ça vous prend n'est pas trop chargée, ça scale à 900 plus clients. Ah, ben oui, c'est ça. On vire à 120 à 170 nouveaux clients là, par année. Fait que c'est quand même un bon nombre. Puis, mais j'ai parlé de structure de coût. Avoir un intégrateur qui se pointe soit en présentiel ou même genre en call vidéo, puis qui éduque, personnalise le UX pour ton nouveau client, ça coûte de quoi? Ouais. Fait que ma question, c'est tu l'as-tu genre amorti ou absorbé un peu dans ton pricing model ou est-ce que tu as un frais d'onboarding ou d'implémentation ou c'est comme inclus? Ben, c'est honnêtement, le pricing, là, si on remonte à loin là, dans le pricing model, on a toujours été pricé en fonction du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, on regardait la compétition s'aligner comment. Puis on se disait, on veut être dans le game là-dessus. Mais je pense qu'initialement, ça a plus été un move de dire, même si ça nous coûte plus cher, on croit que c'est ce qu'il faut faire pour être une bonne business pour nos clients puis être pérenne. Fait que je pense
aujourd'hui, si on regarde tout ça au net, on ne changerait pas notre modèle. Mais même si on a peut-être une rentabilité un peu moindre parce qu'on donne plus de services, ben so be it. Au début aussi. C'est ça. Fait que je pense qu'on va toujours rester comme ça. OK. Y en a-tu, aujourd'hui, 2024, là, on n'est plus il y a 18 ans, là, fait qu'il y en a-tu des compétiteurs directs un peu qui n'ont pas eu? Oui. Puis honnêtement, il y en a plein là, de compétiteurs là, dans le marché. Au Québec, honnêtement, il y en a moins. Okay. Mais c'est sûr, si on regarde les Service Titans, les GetJobber, Praxido, c'est tout. Honnêtement, il n'y a personne de pas bon là-dedans. C'est ça la beauté de. Je pense que c'est vrai pour plein de secteurs, mais chacun a sa propre saveur. Nous, le point qu'on a, c'est cette portion-là de personnalisation-là qui fait qu'on se distingue. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de ça. Il y a des gens qui veulent se faire dire non, moi, je commence, puis je veux que on va se setuper en fonction de votre manière. Puis non, nous autres, on a toujours un support, il y a toujours moyen de parler à quelqu'un. Fait que, pour vrai, on n'a jamais eu de compétition féroce, là, en ce sens où est-ce qu'on est pris pour. On est différent. Quelqu'un qui s'en vient chez nous, probablement qu'il n'a pas trouvé les autres solutions sexy ou vice-versa. Ton pricing model, c'est-tu par mois, par user? Tu peux-tu en parler un peu? Oui, c'est par mois, par user, nous autres. Grosso modo, là, c'est 25$ par user par mois. Okay. À vrai dire, on était à 25 pendant un bon bout de temps. Là, on switch pour les nouveaux users, on est à 30 par user par mois actuellement. Mais ça a été longtemps. Il n'y a pas vraiment eu de réflexion en arrière du pricing pendant très, très, très longtemps. Puis, je pense que c'est quelque chose quand je suis arrivé, là, puis qu'on a la portion stratégie, là, on a redonné des lettres de noblesse au marketing un petit peu, puis c'est là qu'on recommence. Là, on a des discussions régulières sur notre pricing. Okay, parce nice. que ça fait partie du marketing au complet. Fait que là, c'est quelque chose qu'on essaye d'adapter. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va charger plus cher. Même au contraire, on essaye toujours de simplifier la solution pour le client. Qu'on n'ait pas plein de modules à rajouter. Un prix qui inclut toutes ces affaires-là. Mais c'est drôle que tu dises ça, hein, parce que c'est comme si vous avez fait le call puis l'acceptation que dans votre produit, il va y avoir plein d'options, puis plein de personnalisation, puis un certain degré de complexité. Mais dans votre pricing, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Exactement. Je sais jamais quoi penser de la simplicité du pricing. Il y a comme des écoles de pensée que c'est correct que ce soit plus compliqué, même si ça peut sembler peut-être plus obscur, parce que tu vas aller comme micro-optimiser toutes les la valeur que tu extrais, mettons, sur ton ARPU par type de client différent. Il y en a qui sont comme ça fuck ta conversion, oublie ça, rends ça le plus simple possible, puis négocie rien. Nous, avec Snip, c'était genre bien standard, 2%, 10$ minimum par mois, 2% de tes transactions, vu que c'était du e-com. Puis c'était genre, si tu nous écris, on peut te faire un deal custom. Tu sais, pendant la majorité des années, des premières années, c'était ça. Là, tu sais. Mais, puis nous autres aussi, c'était ça. Là. Remarque, au début, là, du custom, on pouvait en faire là, sur mesure, chargé à l'heure pour tous les clients, mettons, là, si on parle de la genèse. Ouais, les premières années. C'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que notre manière, c'est que le onboarding est simple, c'est une tarification simple. Ce qui a fait encore là une bonne différence, là, toujours dans cette vision-là de mass customization, c'est qu'on a une boutique de plugins, nous autres. C'est quasiment comme un app marketplace, genre? Ben, oui, mais c'est vraiment pour les plugins. On rentre avec un gros setup de base, puis on dit au client, commence à te faire la main avec ça. Okay. Mais au fur et à mesure, s'il veut envoyer des SMS automatiques pour dire le technicien arrive, ou s'il veut envoyer la facture automatique, ben, il peut aller cocher qu'est-ce qu'il veut comme plugin de plus. Puis il y en a des premiums qu'il faut qu'il paye, puis il y en a qui sont gratuits, qu'on peut faire de l'innovation au fur et à mesure en fonction des besoins du marché. Fait. Pourquoi c'est vraiment intéressant, ce dude. Fait que ça, c'est-tu accessible au public ou c'est une fois que tu as un account et que tu es un user payant, tu peux y avoir accès? Non, quand nous autres, c'est juste des users payants. Là. Tu rentres, tu as le bundle de base, puis du moment que tu l'as, tu as accès à la boutique de plugins. OK, j'ai mal formulé ma question. Est-ce que, mettons, je vais sur ton site marketing puis je vois tous les plugins? Oui, quand même, pas mal, je te dirais. Pourquoi? C'est quoi la rationale derrière mettre de ces modules, plugins-là payants, d'autres gratuits? À vrai dire, je pense qu'il faudrait que j'y réponde en deux temps. La base du plugin, à vrai dire, de la boutique de plugins là, qu'on appelle, ça a surtout parti du fait qu'on se disait, ça n'a pas de bon sens qu'on ait plein de clients qui nous appellent, qu'on va charger du custom pour faire quelque chose qu'en bout de ligne, on se rend compte que tous les plombiers en ont besoin. Ouais, fait là, un moment donné, on dit, on va arrêter d'un côté de vous faire du custom, mais on va créer cette boutique-là où est-ce qu'on va. Fait que ça nous permet de toujours pousser des updates. Fait qu'au lieu de avoir une mise à jour, que tu as un texte ça de long qui te dit
je sais pas, dans le fond, il y a une mise à jour, là, bravo. Ben non, nous autres, ils vont avoir un petit pop-up qui va dire, hey, maintenant, tu peux faire une surcharge de carburant. Maintenant, si tu en as besoin, nice. Si tu n'en as pas de besoin, tu n'en as pas de besoin. Puis la notion de premium, pas premium, c'est surtout à quel point ça crée de la valeur pour le client. Okay. Fait que on s'organise, c'est vraiment ça le point. Fait qu'il y a une part qui est innovation normale du produit, parce qu'on est en SaaS, comme tu dis, on veut toujours innover. Ouais. Mais il y a une part où est-ce que, tu sais, si on sait qu'on crée vraiment beaucoup de valeur là-dessus, ben là, on va avoir un pricing en conséquence. C'est intéressant, man. J'aimerais ça le voir, ça, maintenant. Ben oui. Cool, man. Puis, t'as dit, plutôt, on a redonné les lettres de noblesse au marketing, on est plus sérieux à propos de notre commercialisation. Fait que, fais-moi un snapshot de l'acquisition de clients en ce moment, que ce soit vente, marketing, inbound, outbound, ça ressemble à quoi? Ben, on a l'avantage que, j'ai pas le chiffre exact, là, mais sans mentir, là, je peux te dire 80% de nos clients qui rentrent, c'est une référence de nos clients. Ouais, c'est ça que Tommy m'avait dit dans un call. Nous autres, notre vendeur, Pierre Thibodeau, on l'appelle notre closer, parce que c'est vraiment ça le principe. Les gens l'appellent en disant « Peux-tu me faire une soumission? » Puis ces temps-ci, c'est ça qui est drôle. De plus en plus, il reçoit des appels qui disent pas « Peux-tu me faire une soumission? » C'est « Envoie-moi une soumission. » Je veux même pas de démo. Là. Il y a quelqu'un qui me l'a montré, puis je veux ça. Ça finit là. Nice. Maintenant, par exemple, là, nous, on est à l'étape où est-ce qu'on sort du Québec. On est en Ontario, on se dirige vers les États-Unis. Là, on peut pas juste... Il n'est pas dans les autres États. Là. Puis c'est pour ça que je dis redonner les lettres de noblesse au marketing. Ça, je pense qu'en tech, tu parlais des insights, admettons. Là, moi, ça, je pense que c'est un élément qui je ne veux pas dire... dramatisé, là, mais pour vrai, je trouve que le marketing a complètement perdu son sens en tech. Puis ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est plus du marketing qu'on a dans les business, c'est de la promotion. Puis c'est plus de la promotion qu'on a, c'est du marketing digital. Fait que qu'est-ce que tu as, dans le fond, ultimement, là, si tu parles à bien du monde dans des business tech, puis là, je remets mon chapeau, admettons, de consultant et d'investisseur. C'est quoi ton marketing? Ils vont tous être capables de te parler de stratégie SEO, puis ils vont tous être capables de Facebook Ads, puis bon, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais quand je dis qu'il faut donner ses lettres de noblesse au marketing, c'est que ça, à un moment donné, là, ça a ses limites aussi. Tu sais, le marketing digital, là, ça fait que tu es en business depuis une couple d'années. Là. Il fut un temps où est-ce que c'était la merveille totale, mais tu sais, je compare ça à la pêche, là, c'est mes racines de boutique de chasse de pêche. Tu sais, c'était un lac caché qu'on était, moi puis toi, on savait qu'il existait ce lac-là, puis on était deux à y aller 2 fois par année. Fait que tu n'avais pas besoin d'être si bon pêcheur que ça pour sortir du gros poisson, puis tu te disais, regarde, tu es débile, on fait des meilleures pêches que tout le monde. Puis il fallait faire un petit portage sur rendre, je pense. En plus, là, il fallait que tu travailles pour te rendre. Là, aujourd'hui, là, ils ont asphalté le chemin pour se rendre au lac. On est 176 chaloupes, toujours sur le même Christy de lac. Les cannes à pêche sont déjà installées. Les cannes sont là. Puis là, dis-toi que tu as pour 175 pêcheurs, tu as environ 175 gardes de chasse, puis tu as 175 guides qui vont te dire où pêcher puis comment sur ce lac-là. À un moment donné, c'est le même lac. Là. Il n'y a pas plus de poissons là, parce qu'il y a plus de pêcheurs dessus. Le marketing, nous autres, ce qui est important, c'est de dire, puis on a fait une présentation à tout le monde pour dire, si vous faites du marketing, ça inclut le produit. Absolument. Si vous faites du marketing, ça inclut, oui, la promotion est toujours là, mais ça inclut le customer success. Mm-hmm. Ça inclut le modèle de distribution. Ouais. Ça inclut le pricing. Fait que moi, quand j'entends une stratégie marketing, je ne veux pas juste entendre, voici notre stratégie de marketing digital. Je veux que tu prennes tout ce coffre à outils-là et que tu me dises qu'est-ce qu'on fait. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Ouais, c'est que tu veux pas juste du monde qui sont genre bandés sur le top du funnel puis les tactiques pour faire des ads, des SEO puis tout ça. Tu veux du monde qui catch l'ensemble du funnel
de l'expérience client. Fait que ce soit du marketing ou de la vente, au onboarding, aux arguments qu'il va avoir par rapport au pricing, après ça, au upsell, à la rétention. Tu veux du monde qui sont genre un peu full stack marketer. Ouais. Puis pas juste genre top de la stack. Je vais me souvenir de ce terme-là, full stack marketer, mais nous autres, c'était pas compliqué. Je suis d'accord avec toi, dude. Le point qui était... Puis moi, ça me tue encore aujourd'hui. On est comme entrepreneur ou comme investisseur ou peu importe, le fameux taux de conversion, le coût par taux de conversion. Moi, je revenais tout le temps à tout le monde en disant, il n'y en a rien qu'un taux de conversion. Là. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est combien que ça me coûte, pas de par clic ou pas de par... Non, combien ça me coûte d'un non-client à un client. Ouais. C'est juste, tu sais, t'as bien beau me dire que t'es bon dans cette étape-là. Ultimement, là, c'est l'ensemble qui va compter. 100%. Mais c'est juste que c'est peut-être plus intimidant, un tantinet plus complexe de comprendre l'attribution à travers les différentes steps du funnel pour des jeunes marketeurs. Puis c'est plus straightforward de dire j'ai mis 1000$ en Facebook Ads, voici le nombre de clics que tu as eu. Ouais. Puis après ça, toi, débrouille-toi avec ton taux de conversion, genre en sign-up, ton taux de conversion en activation, puis ton taux de rétention. Mais il y a des choses que tu dis qui échoent beaucoup au modèle de Revenue Architect, de RevOps. Ouais. Où est-ce que genre, hey, on veut avoir une visibilité holistique sur quand le cash est dépensé, les clients rentrent ensuite, ben ce cash-là, il joue comment? Là? Il part-tu au niveau de l'inscription? Il part-tu quand tu es en onboarding? Il part-tu après? Puis les équipes qui ont un impact sur toutes ces étapes-là du funnel, est-ce qu'elles performent? Ouais. Fait que, les gars de Vasco, je pourrais t'en reparler de ce monde-là, mais ils ont fait un software littéralement pour ça, là, pour du go-to-market qui est genre mesurable et tout ça. Puis je pense que c'est un des trucs qui nous manque au Québec, moi en général, je pense. Là, ben, encore là, je pense qu'on revient au point où est-ce qu'il faut... il y a eu l'air... Puis c'est vrai que ça a été bon, le marketing digital. Puis c'est encore bon, là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'en fait pas, mais il faut revenir à la base de dire, la réalité, là, il y en a juste... Tu as un non-client, tu veux qu'il devienne un client. Puis plus que ça, nous autres, l'équipe commerciale, on l'a défini comme ça. Tu pars d'un non-client à un client qui l'utilise avec satisfaction. Si tu t'interviens là-dedans, tu es dans l'équipe commerciale. OK. Fait puis c'est quoi les canaux, mettons, dans le top du funnel qui amènent le plus de monde ou sur lequel vous investissez le plus? Nous autres, c'est... il y a le bouche-à-oreille, là, qui veut pas... Si on parle du bouche-à-oreille, ça veut dire qu'on fait une bonne job de produit. Il y a ça d'abord avant tout, mettons, mais... OK, parlons de bouche-à-oreille. Je vais te poser une question explicite. C'est genre, est-ce que vous avez designé, engineeré une manière de faire du referral puis de l'affiliation puis tout ça, ou c'est vraiment juste organique, là, ce côté-là? C'est très, très, très organique, mais avec toujours une philosophie de dire, nous autres, on veut convertir nos clients en vendeurs. Ça, par exemple, ça a toujours été un élément qui était important pour nous autres from the get-go. De par une expérience produit seulement, puis une expérience de support, mettons, seulement, mais pas des incentives ou des programmes de referrals. Exactement. OK, pourquoi pas? Fait que, on en a, là, mais la réalité, c'est que nos références qu'on a, ils viennent pas nécessairement de gens qui disent « Ah, j'ai vu que vous aviez un programme de référencement, je vous envoie. » Non, c'est vraiment quelqu'un qui l'utilisait de manière satisfaisante. Nice. Fait que nous autres, ça a vraiment été ça. Puis le reste... où va notre budget marketing, admettons? Là? On a toujours une portion de digital marketing. On a une portion qu'on travaille avec des gens externes pour aller, admettons, chercher des études de marché ou tout ça. Mais le reste, c'est beaucoup trade show. Nous autres, on veut de la proximité avec nos clients. Nice. Fait que trade show, les associations, tout ce qui nous permet d'être proche du client. Ouais. Et à vrai dire, on veut être proche du client et du non-client. Puis on veut que ce soit eux autres qui nous disent qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis la partie digital marketing, vous faites des pubs, genre? Ou... Ouais, Facebook Ads, Google Ads et compagnie, là, avec toute la job de SEO qui est faite en partie interne. Avant, on le faisait à l'interne. On travaille avec des gens un petit peu externes. Là. Mais c'est Tommy Rodrigue, nous autres, là, au marketing, qui gère tout ça. Puis, Cool dude, j'ai déjà parlé une couple de fois. Ouais. Cool, man. C'est vraiment intéressant. Je pourrais geek out longtemps là-dessus, mais je veux être sûr qu'on couvre tout. J'ai le goût qu'on parle de toi. Mettons, je pense que le monde qui a écouté ton titre, moi inclus, ont de la misère à voir, mettons, a day in the life, là, un jour, le quotidien de Dan, c'est quoi, genre? Ouais. Fait que, t'es-tu game d'essayer de me raconter ça un peu? Ben oui. Tu sais, si on parle c'est sûr, il y a la portion CFO, là, admettons VP Finance, ça, je pense que tout le monde le comprend, là, dans la mesure où est-ce que ça se fait dans le back-office, puis il y a une portion de gérer, la performance financière, mais quand que je dis stratégie,
moi, je dis toujours, je suis le gars, si on compare un bateau, là, moi, je suis le gars dans la vigie, en haut. OK. Fait que je suis pas là pour être le capitaine ou le pilote du bateau. Moi, je suis là pour être le gars dans la vigie, par exemple, qui a assez de vision large du marché, de la tech, pour être capable de dire, ben, on devrait se tirer dans ce sens-là. Voici c'est quoi les attentes du marché pour qu'on soit une business performance dans notre secteur. Puis à travers ça, comme je te dis, j'enlève le côté financier, là, mais je vais te donner, admettons, mon début. Tu as parlé de comment je suis arrivé dans l'entreprise. Ouais. Moi, ça a vraiment été de dire, OK, je vais prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que ça prend pour être capable de bien comprendre la capacité de growth de l'entreprise. OK. De vraiment dire jusqu'où je suis capable de tourner là, le cooker pour puis que peut-être ça va me péter dans la face sans le faire. Là, mais juste à partir de métriques. Puis je suis quelqu'un de très objectif. Je déteste être subjectif. Là, okay. Moi, je suis un maniaque de Moneyball. Je ne sais pas si tu as vu le film ou lu le livre, mais moi, si tu me dis que c'est un bon frappeur, il faut que j'aie une stat en quelque part qui me dit qu'il frappe vraiment sa balle. C'est pas juste parce qu'il y a un beau swing. Fait que j'ai tout été chercher ça, puis à partir de là, moi, mon but, c'est surtout d'être capable de dire, puis en tech, je pense, c'est là que la portion stratégie a fait une grosse différence, c'est que, tu le sais, on baigne dans un monde d'opportunités. Ouais, on a données infinies aussi. Données infinies, backlog de dev, que tu sais, si tu as un product follow-up, puis tu mets toutes tes idées dedans, là, tu finis que tu en as à n'en plus finir. Ça a été beaucoup de faire du ménage, ultimement, là-dedans. Qu'est-ce qui est important de faire, qu'est-ce qui est moins important, puis en raison de pourquoi il faut le faire comme ça. Puis je reste comme le coach à l'interne du CEO, COO, là, admettons, Dom Lanville qui gère l'ensemble de la business des opérations, puis du CTO, où est-ce que, moi, je m'assure juste de dire du haut de ma vigie, là, vous le voyez peut-être pas, vous autres, mais là, il y a un iceberg par là, puis il fait beau par là, puis ça va de la peine d'y aller. Puis ça se fait probablement autant avec de l'information interne qu'externe pour toi, right? Ouais, fait que tu vas checker, mettons, c'est ça, ton data au niveau, probablement, je sais pas, là, les classiques, genre de conversion, activation, rétention, ces choses-là. Tu vas checker probablement, genre, ta masse salariale, le cash flow. Puis là, en fonction de ça, tu vas checker à l'externe, genre quoi? Genre un peu le market, la compétition, des industries similaires. Ouais. Un mix de tout ça, à vrai dire. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est de constamment être sexy pour le marché. Okay. Quand je regarde l'externe, là, c'est vraiment ça. Fait que, heureusement, je viens du milieu. Fait que j'ai encore assez de contacts pour être capable de dire, OK, actuellement, c'est quoi le growth rate? C'est quoi le CAGR, la croissance annuelle que les gens cherchent? C'est quoi le churn rate qui est important dans notre secteur? Je vais chercher vraiment toujours le pouls du marché. Ouais. Puis après ça, la manière que je gère, parce que tu sais, c'est juste une portion de la business, puis on va parler un petit peu plus tard des autres projets qu'on a, mais moi, ma job, c'est de finir avec un plan où est-ce que j'ai des garde-fous que j'appelle d'indicateurs de KPI, de dire, tu sais, voici combien que ça nous prend de clients à la fin de 2027, combien que ça nous prend de growth, de churn, c'est quoi, tous ces éléments-là, de le donner à l'équipe de direction, de progression, puis de dire, rendez-vous là comme vous voulez, mais tu sais, ça, c'est comme le minimum, là, la performance minimum acceptable par le marché. Puis là, on lui donne la liberté de le faire comme qu'ils veulent. Puis moi, je suis ça au fur et à mesure, puis je m'assure pour les actionnaires aussi que la business continue. C'est intéressant ce que tu as mentionné que, premièrement, avoir un gars ou une fille au top de la vigie qui voit venir à long terme puis qui donne les directions sur la navigation, quoi faire, quoi ne pas faire, c'est un luxe. La majorité des compagnies qui commencent l'ont pas, ça. Non. Ou ils n'ont pas encore ces compétences-là. Toi, ton passé, justement, de consultant qui a vu plein de compagnies de taille là-dedans. Mais un truc clé que tu viens de dire que je pense que le monde devrait se rappeler, c'est tu fais pas juste ça tout seul au top de ta vigie, tu utilises ton réseau pour catcher, mettons, sont où les icebergs, sont où les bons courants, mettons. Ouais. Fait que ça, j'aime ça, c'est un petit takeaway pour moi. Ouais, pour vrai, ça, c'est... puis t'as raison, tu sais, puis ça, c'est un bout qui est rough un peu, parce qu'il y a bien du monde qui vont dire tu peux prendre un fractional CFO, admettons, un VP Finance sur demande, là, admettons, pour le faire, mais... Honnêtement, pour là, être impliqué 100% dans une business, puis pour l'avoir fait, admettons, à temps partiel, c'est pas... Tu peux pas... c'est pas la même chose. Juste la connaissance de l'industrie, puis du domaine, puis du produit, là, genre le niveau de profondeur que tu as quand tu es in it chaque jour depuis des années, c'est complètement différent. Puis ça te permet de voir aussi la différence entre qu'est-ce qui est du hype et du trend, comme je te dis. Puis qu'est-ce que... Ça, c'est vraiment... C'est comme ça qu'on crée une business pérenne. Là, donc, c'est très cool, man. T'as-tu des blind spots au top de ta vigie? Dans quoi t'es genre moins sharp? Puis que
lean on ou tu te poses vraiment sur genre peut-être d'autres ressources à l'interne? Honnêtement, moi, j'aime dire qu'il faut que, je suis entouré de monde très brillant, là, puis c'est un petit peu, c'est en grande partie ça ma job, puis je suis très, très bien entouré. Tu sais, moi, je suis à la hauteur du monde qui m'entoure, puis je suis chanceux, j'ai vraiment du monde exceptionnel. La direction générale d'Homelandville, c'est un gars, qui peut te steerer le ship d'une manière incroyable, puis qui a une bonne connexion, puis tu lui donnes des objectifs, puis ce gars-là, il est vraiment on spot. Là, c'est vraiment un bon capitaine, pilote de bateau, CTO qui est excellent. À vrai dire, j'en ai plein de blind spots, mais si j'en ai, moi, mon but, c'est d'essayer de trouver quelqu'un le plus rapidement qui va venir le couvrir. Il y a ce que je sais pas que je sais pas, que là, comme je te dis, ça va arriver. Peut-être, par exemple, ce que j'ai de mon côté, là, si je parle de ma vigie, là, ce qui est plus difficile, c'est... Mais ça, c'est vrai pour tout le monde en tech. On dit souvent, comme dans tous les business, tu n'as pas le choix de grandir puis d'avancer, mais tu n'as pas le choix d'innover, mais c'est vrai que ça vient... L'innovation et une nouvelle techno arrive tellement vite que comment tu t'organises pour rester une bonne business pérenne à travers ça. C'est sûr que tu n'es jamais à l'abri qu'il y ait quelque chose tu te lèves un matin et qu'il y ait quelque chose qui te surprenne. Mais ça fait partie du fun aussi. Ça fait partie du fun, exactement. Fait que tu m'as parlé un peu de ton entourage au niveau de la compagnie à l'interne, mais je serais curieux de savoir, tu tiens-tu une espèce de relation avec soit des mentors, des coachs, juste des pairs? Comment est-ce que le monde joue un rôle? Ça, je pense... Puis, tu sais, je pourrais faire une longue histoire parce que tout le monde que j'ai rencontré dans mon parcours, j'ai des modèles que je suis un peu partout, mais moi, j'appelle ça le cercle de confiance, admettons, de l'entrepreneur. Là, il faut que tu aies quelqu'un d'externe, peu importe t'es où, qui vient qui vient, avec qui tu vas développer une relation de confiance. Puis quelqu'un c'est tellement de... À vrai dire, je suis un fan du livre Les Seven Habits of Highly Effective People. Tu sais, la fameuse relation qui est parfaite où est-ce que tu dis... Il faut que tu aies le courage dans le tapis puis le respect dans le tapis. T'sais, si tu as juste du respect, pas de courage, c'est pas ça une bonne relation avec un externe. Si tu as juste du courage, pas de respect, c'est pas ça pantoute non plus. Puis, pour moi, ça a toujours été important d'avoir quelqu'un dans mon entourage d'externe avec qui je peux travailler, qui va être cette personne-là. Actuellement, honnêtement, une des personnes qui répond le mieux à ce rôle-là, c'est Alexandre Hébert, qui est notre avocat. Alexandre Hébert, qui est chez Miller Thompson, ça fait 10 ans que je travaille avec ce gars-là. J'ai commencé à travailler avec lui chez Deloitte, puis on a toujours été externes. Puis moi, c'est ce que j'aime de la relation avec Alex, c'est que, il est compétent en tech. C'est un avocat, mais qui est très, très bon en tech. C'est pas un API. Donc, lui, tout roule à ce niveau-là, mais en même temps, c'est un gars que je sais que si je fais de quoi qui ne fait pas de sens, il ne mettra pas des pinces. Il va m'appeler, il va me dire, là, Dan, what the fuck? Le courage, c'est ça. C'est ça le courage, tu sais. Puis on est rendu à un point où est-ce que mutuellement, on est capable d'avoir cette relation-là. C'est hot. Puis pour moi, c'est ça. La définition du respect puis du courage, puis rajoute là-dedans les compétences dans le tapis. C'est niaiseux, mais pourquoi je te dis que c'est plus mon avocat dans les faits? Il est toujours avocat, là, puis c'est notre avocat pour tout, mais je le vois plus pantoute comme notre avocat, tu sais. Fait que quand ça va bien, je suis content de l'appeler pour lui dire « Hey, on vient de faire un Christy de bon coup. » Puis quand ça va pas bien, c'est lui que je vais appeler et dire « J'ai besoin de mon psy corporatif. » C'est ça. J'ai de quoi de similaire, là, honnêtement, avec les gars de Léviat, Guillaume Falardeau de Léviat puis Jean-Gabriel Crevier du Shift. Je suis client. Là. C'est, mettons, mon comptable, entre guillemets, puis mon avocat, entre guillemets, mais chaque fois que je suis comme dans un crunch ou que je sais pas trop où je m'en vais ou j'ai besoin de me faire rassurer ou de me faire botter le cul, c'est le genre de monde avec qui je vais aller me vibe check, là, puis ça aide vraiment. Nice, man. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Il y en a probablement plein d'affaires, à vrai dire, qui est tough, mais je crois que le premier élément, puis je le fais, par exemple, avec une bonne intention, mais c'est la transparence. Puis je vais te revenir avec l'exemple d'avec Alex Hébert ou avec Mehdi Bakhti. Je t'ai parlé de mon ancien collègue qui est chez Desjardins. Probablement qu'il y a du monde de l'externe qui arriverait au milieu d'une discussion entre moi, Alex Hébert, et moi et Mehdi Bakhti, puis qui se dirait je pense qu'ils saillissent sérieusement, ces gars-là, parce qu'on on se challenge vraiment, mais dans les faits, on se respecte puis on s'aime à n'en plus finir. Puis moi, le point que je déteste, c'est d'avoir l'impression de parler à quelqu'un puis de toujours me dire, il
y a-tu caché quelque chose? Y a-tu joué une game politique il m'a-tu flatté dans le bon sens du poil? Moi, j'exige des autres. S'il y a de quoi qui ne fait pas, dis-moi. Si ça va bien, tu me le dis. Si ça va mal, tu me le dis. Puis c'est comme ça que je développe une belle relation. Fait que moi, j'ai ce côté-là de transparence tout le temps. Ce qui fait en sorte que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Mais il n'y a pas de mauvaise intention. Mais ça peut être tough pour du monde. Ils ne sont pas habitués d'opérer comme ça. Exactement. Puis l'autre, là, après des années de psy, probablement que je suis moins pire, mais je suis exigeant. Je suis excessivement exigeant envers moi-même. Je veux pas, je suis exigeant envers les autres aussi, mais là, c'est ça. Je travaille là-dessus. Ouais, en même temps, je pense que si on veut, genre, réaliser notre potentiel, accomplir des trucs qu'on est fiers, puis tout, c'est correct d'être exigeant envers soi-même. Faut pas être juste comme intolérant envers soi-même ou genre trop critique envers soi-même. Il y a comme une balance à striker. Ouais, mais c'est tough. C'est tough. Puis je pense que c'est encore plus tough comme entrepreneur. Ou c'est pas juste le fait d'être entrepreneur, mais il faut être exigeant. Je suis d'accord avec toi. Là, je pense que tu n'as pas de succès ou il faut avoir un désir d'être performant, mais quand tu es entrepreneur, quand tu es exigeant envers toi-même, il ne faut pas que tu oublies qu'à un moment donné, c'est ça, si tu n'as pas de coach, si tu n'as pas d'externe pour t'aider, il y a juste la personne dans ta tête qui te juge toi-même. Ouais. Puis souvent, cette personne-là, elle ne voit pas la réalité. Elle se compte des histoires à fabule. Non. Ben moi, c'est ma psy, pour le dire ouvertement, m'avait dit, cette personne-là, là, imagine que tu rencontres quelqu'un, que c'est cette personne-là qui te parle comme que toi, tu te parles à toi-même dans ta tête. Tu dirais, quel vidange. Je ne veux pas de cette personne-là dans ma vie. Ben, pourquoi tu te tolères ça envers toi-même? Puis je pense que c'est là que, comme entrepreneur, ou quand tu arrives à un point où est-ce que c'est toi, il n'y a pas personne en haut pour te dire quoi faire, il faut que tu fasses attention à ça. Ouais. Écoute, man, j'avais eu une psy justement qui m'avait dit tu as le droit de te traiter comme si tu étais ton meilleur ami, là, ou tu as le droit de te parler puis de t'aider comme si tu avais genre 5-6 ans. Genre, tu peux être doux et empathique envers toi-même. Tu n'es pas obligé de te flageller tout le temps. Ça lead dans une question que j'avais qui était y a-t-il des erreurs que tu as faites dans ton parcours professionnel et entrepreneurial que tu as le goût de partager maintenant? Ben, ça. Puis je crois que c'est important de profiter de la tribune que tu m'offres pour le dire. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait quelque chose qui débarque pour avoir un psy. Moi, je pense honnêtement, quand tu es en business, puis je vais aller plus loin que ça, je pense que même si tu n'es pas entrepreneur, si tu as un certain haut niveau, ça peut être dans une grande entreprise aussi. Là. Carriériste. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je pense que tu dois avoir quelqu'un d'indépendant et d'impartial à qui tu peux aller parler. Puis tu n'as pas besoin de dire « Oh, là, je pense que je suis TDAH ou j'ai de l'anxiété. » Non, c'est important d'avoir cette personne-là à qui tu peux parler. Puis il y a plein d'avantages. Il y a ça te permet de confronter cette personne-là qui est dans ta tête, qui te nuit, qui est toi-même. Puis aussi, ça permet de pas ramener à la maison tes problèmes. Parce que souvent, c'est ce qui va arriver. Combien d'entrepreneurs, gars-filles, vont retourner à la maison puis ils ont juste comme leur conjointe à qui parler. Mais cette personne-là est probablement pas la meilleure personne pour avoir la vision de la business. Puis deux, ben, c'est une autre sphère de ta vie, celle-là. Puis il y a un héritage, man, un bagage émotionnel de tout ce que vous avez vécu ensemble, ce que vous allez vivre ensemble qui biaise les réponses de cette personne-là. Puis ça veut pas dire qu'ils vont être mauvaises ou quoi que ce soit, mais elle n'a pas nécessairement aussi les compétences thérapeutiques pour genre, ou même intellectuelles pour te dire voici ce qui est en train de se passer dans ta tête, voici ce que je te suggère. Puis toi, tes biais envers ta conjointe vont teinter comment tu reçois ces conseils aussi. Fait que c'est juste pas smart pour personne d'utiliser ton conjointe comme ton genre de mentor ou thérapeute. C'est bon de séparer certaines sphères, comme tu dis. Fait que j'en déduis un peu entre les lignes que genre une erreur que tu considères avoir faite, c'est de genre pas l'avoir fait assez consulter puis avoir cette personne-là dans mon corner avant, genre. Ben, c'est parce qu'il y a littéralement deux Daniel Valois. Il y a un Daniel Valois qui serre les dents puis qui se dit m'a passe au travers quand passe,
Puis il y a le bout où est-ce que tu te dis... Puis je me souviens, c'est un associé de Deloitte, justement, qui m'avait dit, tu sais, moi, un psy, c'est comme un changement d'huile sur mon char. J'attends pas que tout pète pour aller le faire. Nice. Puis j'avais gardé ça, tu sais. Fait que, puis ça a commencé de même, puis ça fait un monde de différence. Ouais, moi tout, man. Ce que j'explique au monde souvent, je vais profiter de la tribune, moi aussi, pour parler un peu de santé mentale, mais genre, avec mon psy, je le vois régulièrement, mettons. Ma vie, c'est comme un fleuve ou un lac, mettons, disons un lac. Quand le lac est calme, c'est-à-dire il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de pression forte sur moi, c'est une occasion pour aller profond parce que l'eau est claire, l'eau n'est pas trouble. Puis tu peux aller jouer sur des enjeux que tu traînes, man, tes traumas qu'on a tous depuis l'enfance, l'adolescence, whatever. Quand ma vie, le lac de ma vie est trouble, puis qu'il y a du courant, puis de la vague, c'est parfait parce que les rencontres récurrentes avec le psy, là, tu vas régler le top. Là. Puis souvent, ce top-là en business, c'est la business. Exact. Fait que mon psy, là, des fois, il a joué le rôle de consultant d'affaires, puis de dédramatiser. Moi, j'ai tendance à trop dramatiser, à m'imaginer des affaires, puis de juste t'orienter sur des décisions parce que ton asset numéro 1 comme entrepreneur, c'est ton cerveau. L'impact que tu as le plus dans le business, c'est les décisions que tu prends. Si ton cerveau n'est pas dans un bon état puis que tu prends des décisions de merde, c'est méga dangereux sur la business, sur le staff, sur les clients. Oui. Fait que c'est un avantage compétitif aussi de consulter avec des bons psys. Oui. Parce que, comme dans tout, il y en a que c'est des piments. Ouais. Puis moi, ce que je dis tout le temps au monde, c'est man, t'es pas sûr si tu veux consulter? Sure. Fais 3 par 3. Essaye un psy ou une psy 3 fois minimum. T'as pas de fit, t'as pas d'alliance thérapeutique. Essaye-en un autre. 3 fois au moins. Ouais. Tu n'as pas, passe à un autre, 3 fois au moins. Puis je vais te le payer même si tu veux. Mais genre, si t'as pas fait ça, dis-moi pas que ça sert à rien de consulter. Genre. Ouais, parce que quand tu le pognes, cette espèce de sweet spot-là de confiance puis de confrontation avec une autre personne, c'est malade. Ouais. Oui, puis on commence à en parler de la santé psychologique des entrepreneurs, mais encore là, on en parle. Mais moi, je trouve... puis je sais pas, tu sais, il y a eu l'associé que je te disais, puis des fois, je me dis, tu sais, la série Les Sopranos qui ont aidé un moment donné le monde à dire, OK, c'est quelqu'un, tu sais, qui a une psy qui suit régulièrement, là, qui est en business, je sais pas, mais moi, je trouve que peu importe d'où ça vient, il faut faire ça, puis il y a un intérêt... tu sais, on a toute la bonne volonté du monde quand on va être en business, puis on aime, tu le sais, on aime nos employés comme nos enfants, on aime la business, il y a bien de l'amour dans l'entrepreneur, tu sais, mais c'est très émotif, la job d'entrepreneur. Je pense que oui. Puis ton psy, c'est ton expert à un moment donné qui va être capable de t'aider pour tes émotions, mais surtout pour des loups qui peuvent virer dans ta tête. 100%. Ouais. 100%. Je pense que moi, je vais me faire un deal avec tous les cabinets psychologues puis je vais me faire une affiliation. Je vais leur envoyer des entrepreneurs, je vais faire la passe. On fera quelque chose. Après, off the mic, on se parlera. Sweet, man. Avant qu'on vienne sur le pod puis dans le studio, tu m'as comme fait un preview d'une annonce d'un nouveau projet que toi et ta gang vous avez. Yes. Là, j'ai le goût qu'on prenne... on s'en va vers notre closing, là. Fait que j'ai le goût qu'on prenne ce dernier chapitre-là de notre moment ensemble pour que tu me parles de ça. Ouais. Progression Armada. Progression Armada. Exactement. What the fuck is that? Ouais. Ça, c'est... écoute, je te parlerai de la genèse... Je vais te parler de la genèse du projet, puis après ça, le nom, puis tu vas voir que tout est dans tout, encore une fois. Vas-y, mon gars. Progression Armada, c'est venu du fait, je viens du domaine de l'investissement, j'ai été de tous les côtés. J'ai été du côté chercher du capital, investir du capital. J'ai fait vraiment tout le tour de ça. Puis on a vu, puis avec la COVID, les taux d'intérêt qui ont monté, on voyait les business qui struggle actuellement à gauche, à droite, des mauvaises structures financières. Puis de plus en plus, tu sais combien de fois on voyait des belles business, mais avec une mauvaise structure financière. Ça, c'est un drame incroyable là, parce que tu te dis, elle est bonne, cette business-là, elle est juste mal guérée financièrement. Il n'y a pas vraiment d'investisseurs. C'est dur de trouver des investisseurs qui veulent être lead investor au Québec. T'sais, souvent, on va dire, trouve un lead investor, puis moi, je vais te suivre en arrière. Puis, bref, on regardait l'ensemble du topo, puis on s'est dit, nous autres, on a la chance d'être dans la situation où est-ce qu'on n'est pas une start-up. On est une scale-up. Ça fait 18 ans qu'on fait ça. Ouais. Ça fait 18 ans qu'on a une équipe de management, bien avant que je sois là, qui accorde beaucoup d'importance à la pérennité. À dire, nous autres, on veut une business qui va être pérenne dans le temps. Puis pour ça, il ne faut pas qu'on veille juste sur de la dette à côté. Fait qu'aujourd'hui, on est dans une position où est-ce qu'on peut se permettre de dire, pourquoi nous autres, on ne va pas les chercher, ces business-là, qui pourraient fitter d'une certaine manière dans l'écosystème progression.
Puis, ben, on va pouvoir faire du buy-out complet. Fait que Progression Armada, c'est quoi? C'est notre division où est-ce que maintenant, ben, on va pouvoir faire de l'acquisition d'entreprises. On va pouvoir prendre des parts majoritaires, mais pas juste pour du très, très gros ticket. Des petites entreprises. On a 3 types d'investissements qu'on veut faire, nous autres. OK. Growth Investment. Ça, c'est une entreprise qui a un product to market fit. Et puis qui a un chiffre de ARR toujours à déterminer minimum, là, mais ça va être une ligne dans le sable. Là. On sent probablement que ça va être très, très bas. Là. Un 100 000 de ARR à 150 000 de ARR, on peut le faire un deal là-dessus. OK. Ce qui est très... Il n'y en a pas d'autres, à vrai dire, au Québec qui peuvent faire de l'investissement équité comme ça. Là, fait que là, toi, tu vas leur donner du cash contre de l'équité. Exactement. On peut même les acheter au complet. T'sais, si eux autres, OK. ils sont à bout de souffle et qu'ils disent ça nous tente d'embarquer dans. T'sais, nous autres, on paye notre monde 5 jours, travaille 4 jours, on a notre culture geek, puis on a du fun à travailler. Le fun est très fondamental. Il y en a qui ont eu une bonne idée, qui étaient plus des engineers de développer une tech, mais ils se rendent compte que finalement, la portion de développer une business, ça ne me tente pas tant. Ouais. Join the club, puis on va trouver une manière de faire un win-win. On ne va pas juste te donner un salaire en échange. Okay. Fait qu'on fait du growth investment. L'autre portion que là, elle est comme ultra excitante, c'est ce qu'on appelle le tech investment. Là, c'est Louis-Philippe Poulain qui revient un petit peu. Puis ça, je tiens à le dire, là, je pense que toutes les fois qu'il écoutait le pod, ça y a comme rallumé une excitation, là, lui, d'entrepreneur. Il voit plein d'autres business. Le feu que tu as sacré de l'entrepreneur qui trippe encore sur sa business, puis il voit tout ça, puis lui, c'est un gars de tech. C'est vraiment... fait que ce qu'on s'est dit, c'est que tu n'as même pas à la limite besoin d'avoir un product to market fit encore. Si tu as une tech qui est intéressante pour nous autres, on va pouvoir faire de l'acquisition puis de l'investissement aussi là-dedans, mais on vise à faire de l'acquisition. Si tu as une tech qui peut fitter avec Progression, qui peut devenir un module ou qui peut aider n'importe quel client dans le domaine du field service management, là, ça peut être... Appelez-nous, progressionarmada.com. On va faire ça pour des business existants. Puis là, ben, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va partir en tournée où est-ce qu'on va faire l'équivalent, tu sais, comme les Y Accelerator, des démodés. Y Combinator, ouais. Ouais, c'est ça. Où est-ce que là, ben, Louis-Philippe lui-même va aller dans des cégeps, dans des universités. On va donner des licences ouvertes à des gens où est-ce qu'on va dire, regardez, voici c'est quoi le Field Service Management. Si vous avez une idée, pensez-y là, pendant 1 mois, 2 mois, faites-en un projet, puis on va faire une journée de pitch à ce monde-là. Est-ce qu'on va dire, ben, peut-être que ça va être un stage, mais peut-être que ça va être bien plus qu'un stage que vous allez venir chercher chez nous parce que ton idée, on va l'emmener chez nous. T'sais. Puis, fait que c'est vraiment ça qu'on va faire. Puis, le 3e type d'investissement, c'est ce qu'on appelle special situation, qui est pour dire whatever we want to do. C'est la beauté de la chose. On fait les deals avec nos fonds propres. Okay. Le comité d'investissement, tu l'as en avant de toi pas mal. Là, fait qu'on n'aura pas nos délais de vérification. On fait notre propre vérification diligente, on fait nos propres évaluations, on fait nos propres thèses d'investissement. Fait que ça va être insane. Ça va être très rapide. Puis pour les small caps, c'est vraiment, on vise du très, très, très early stage ou des entreprises qui arrivent au bout où est-ce que le product to market fit, on est passé d'un produit à une business, puis ce switch-là, il est rough. On veut les aider, ou même des business qui sont bonnes, mais qui ont une mauvaise structure de financement, ben, on va faire l'inverse. Nous autres, on n'ira pas leverager des business dans notre achat, on va les déleverager. On va s'assurer qu'on mette l'impact sur le produit. Puis... Fait que Progression Armada peut investir ou acquérir au complet des compagnies qui vont bénéficier au niveau financier via leurs revenus. Et peut-être un exit plus tard, ou via leur technologie. Exact. Qui vont bénéficier à Progression, mettons. Exact. OK. Puis là, t'as pas nécessairement, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais genre, t'as pas nécessairement un play qui va 100% intégrer la tech de toutes ces choses-là ou toutes ces compagnies dans une même plateforme énorme. Il y a des compagnies qui vont peut-être pouvoir runner par eux-mêmes. Toi, t'es un investisseur actif. Nous autres, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on a vraiment une page blanche. T'sais, dans le fond, le but, c'est de trouver le bon win-win. C'est pas nécessaire. Puis il y a des cas très particuliers. Puis on a quand même on a 4 acquisitions, admettons, qu'on a faites historiquement là, depuis le début de l'entreprise. Ouais, nice. Fait qu'on sait que justement, des fois, il faut que tu achètes une tech puis que tu la plugues dans l'écosystème Progression. Puis que comme ça devienne un module. Nous, on s'est fait acheter par Douda, mettons. Ça, c'est une possibilité. Au même titre que des fois, tu peux dire, non, vous autres, là, vous allez rester une business dans
l'organigramme corporatif, mais vous allez garder votre... On ne vous affiliera pas directement à nous autres. Puis, mais pour pas avoir une page blanche puis une offre trop large et genre vaseuse, tu as quand même un scope qui est au Field Service Management, idéalement. Ouais. Mais vu que tu es un tripper, puis vous êtes des trippers puis des geeks, tu te dis « Ah, ben j'ai aussi mes investissements spéciaux. Fait que s'il y a un deal, mettons, tech vraiment intéressant, ça je peux check. » Ben là, c'est là que on a l'avantage de Louis-Philippe, c'est ça qui trippe. Lui, c'est un... Puis encore là, j'en ai vu du monde, là, puis tout du monde brillant, mais j'ai rarement vu des gars qui ont une capacité de vision comme lui. Là, fait que lui, c'est ça qui le fait vraiment triper. Fait que c'est sûr que c'est un moment donné... Puis c'est lui le président. On va se le dire, c'est lui le président, c'est lui l'actionnaire majoritaire. Là, fait que je dis comité d'investissement, tu l'as en avant de toi, mais s'il arrive et il dit « Dan, je l'aime, ce business-là. » Puis que je dis « Ouais, mais ça ne fait pas la progression. » Puis qu'il me redit « Ouais, mais Dan, je l'aime, ce business-là. D'après moi, il n'y aura pas d'autres discussions. » Ça va dire « OK, c'est bon. J'ai compris, on va voir ce qu'on peut faire. » Fait qu'il est ouvert, il est vraiment ouvert. Lui, il veut aider des business de même. Fait que comment tu décrirais Progression Armada? Est-ce qu'on dit c'est un private equity? Est-ce qu'on dit que c'est une compagnie de portfolio? C'est définitivement pas un VC. Non. C'est pas ça du tout. C'est notre division de M&A. Admettons, là, si on met ça au plus simple, là, c'est notre division de M&A, mais que, étant donné le background que j'ai fait de l'investissement, ben, les fois où est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ben moi, je n'ai pas de lead investor, ben, peut-être qu'on va être la personne qui va pouvoir arriver et dire ben on va le faire, on va l'être le majoritaire, nous autres qui va embarquer dans le deal. Nice. Ça va être curieux. Ça va être intéressant de voir comment vous commercialisez puis publicisez cette division-là. Puis probablement qu'avec votre réseau, votre expérience, votre nombre de clients, les acquisitions passées que vous avez faites, le mot va se passer puis vous allez avoir un certain deal flow. Ça t'inquiète-tu, ça, genre, mettons, le deal flow là-dedans? Non, parce qu'en même temps, on n'a pas de pression. On a zéro pression. Faut pas que tu closes ton fonds et que tu fasses les retours. J'ai pas la pression que mon salaire va dépendre de j'ai-tu fait 3 deals cette année ou je n'ai pas fait. La question, ça va toujours être est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'on va chercher des compétences? Est-ce qu'on va chercher un module de plus? Est-ce que ça fit dans notre fameux écosystème progression? Puis c'est là qu'est venu le principe d'Armada. Puis là, c'est la genèse du mot Armada en passant, quand je dis tout est dans tout. Il y a un board game qui s'appelle Star Wars Armada. On a tous des tripes de Star Wars. Puis Louis-Philippe, un moment donné, en même temps qu'on parlait de ça, me dit hey, il y a eu un super deal. Je viens d'acheter 40 boîtes de petits vaisseaux Armada. Tu viendras voir ça. Puis là, on parlait du projet. Puis on a dit pourquoi qu'on ne monte pas notre Armada? Fait que le terme Armada, il vient officiellement de... On regardait les boîtes de Star Wars Armada, puis on s'est dit... Puis là, on a geek out. On dit, hey, puis là, lui, il était comme, ouais, nous autres, ce qu'on veut, c'est pas les gros, on veut les petits X-Wing qui sont encore agiles, puis qui... Ouais, c'est très hot, man. Fait que c'est d'où la progression Armada. Voilà. C'est un beau luxe, mais une belle initiative que vous avez d'être rendu à cette position-là. Ouais. Mais c'est parce que vous avez construit une compagnie pérenne, comme tu dis. Oui. Vous avez ça. Oui, puis c'est malade. Je pense qu'on est rendu là aussi, honnêtement. Là, c'est que vos défis intellectuels puis professionnels aussi vont passer par des moves de même. Oui. Genre pour les founders puis tout ça, tu sais. Mais je pense que la réalité, quand tu es une business qu'on est rendu à notre taille, là, je ne veux pas dire qu'on est une multinationale, mais n'empêche que tu es toujours, à vrai dire, tu es toujours à croiser des chemins d'une certaine manière, peu importe où, là, dans ton histoire d'entrepreneur. Mais nous autres, on est au point où est-ce qu'on sait que c'est où on devient quelqu'un qui va être une grosse business qui va consolider d'autres business, ou à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire ça, qui va être une grosse business, qui va vouloir nous consolider, nous autres, là-dedans. Puis, tu parlais, c'est quoi le rôle d'un VP, CFO et stratégie? Ben, c'est de s'assurer que nous autres, là, moi, ma job, c'est de s'assurer qu'on ait toujours le choix. Qu'on ne soit pas obligé, à un moment donné, de dire oui à quelqu'un ou qu'on soit mal pris. Fait on se guère en conséquence. Mais là, tu comprendras qu'avec Armada, on est sur la track de dire on veut devenir un gros consolidateur de marché. Très hot. Puis on veut mettre nos ressources puis nos compétences. T'sais, notre Dumoulin-Ville, qui est bon aux opérations dans notre business, il va être bon pour d'autres. T'sais. Nos développeurs vont être bons pour d'autres. Puis il va y avoir des... Et après ça, c'est ça, tu vas faire roll-up un paquet d'affaires. Là. Mettons, tu achètes une Christie de cool SaaS en FSM en Ontario. Ben là, après ça, tu peux distribuer progression là. Fait que, pour la pénétration de marché avec ton produit initial, il y a plein d'affaires que tu vas pouvoir faire. Oui,
Ouais, fait qu'on est. Puis encore. Ça va être encore plus important d'avoir le capitaine Sagi pour débrumer puis faire genre, hey, on peut faire plein d'affaires, là, mais c'est ça qu'on fait. Ouais. Puis le setup, il est vraiment de même. Puis c'est ça qui est le fun à ce moment-ci, c'est parce que, encore là, notre Doom, c'est le capitaine de bateau. C'est un gars exceptionnel. Là, il est vraiment bon pour faire ça. À Tech, on est vraiment super bien guéri avec tout ça. Fait que rendu là, on est rendu au next step. Là, c'est pour ça que moi, je fais ma job de vigie. Puis je dis, là, on est capable de se diriger vers ça. En tout cas, tes partners tes actionnaires ne pourront pas dire que tu leur as pas envoyé de fleurs, man, pendant ce podcast-là. Non, mais je te l'ai dit, c'est de l'amour qui a mené à ça. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est du monde que j'aime, puis c'est du monde que je respecte. Puis j'aime être entouré de ça fait très cliché là, de dire que t'aimes pas être la personne la plus intelligente dans un groupe. Mais je le pense. Maudit que c'est le fun d'avoir du monde allumé de même autour. Là, 100%. Fait que dans 5 ans, la compagnie, ça va être influencé par Armada beaucoup, là, j'imagine. Ouais, effectivement. Armada, c'est sûr que je pense qu'il va se passer plusieurs choses. Ça va être 2 entités, by the way? Ou? À déterminer. À déterminer, là, ça, on n'a pas encore regardé là-dessus. Mais il y a probablement Alexandre Hébert qui va écouter le podcast puis qui va m'appeler pour me dire oui, j'ai déjà pensé à quelque chose pour la structure, mais il va se passer 2 choses. Nous autres, c'est la grande sortie du Québec. Dans 5 ans, le fait qu'on est très au Québec, on va être ailleurs de plus en plus. Puis Armada, c'est sûr que honnêtement, il y a un trip profond. On est très orienté. Le fun dicte beaucoup qu'est-ce qu'on fait dans la business. Puis Armada, on a comme... c'est sûr qu'on se couche tous le soir en ayant cette vision-là de dire... d'avoir cette batterie de business québécoises qui s'unit ensemble avec un but commun. Puis il y en a gros, là, du field service management, d'aider les opérations de ce secteur-là. Là, tu peux l'aider de toutes les manières possibles et imaginables. Fait que de dire, on se ramasse à être toute une gang ensemble, puis on continue d'évoluer, puis pas dans une optique de dire, le but, là, c'est de vendre le plus vite possible à whoever. Non, c'est de dire, on va le créer. Fred Bastien de Amiral m'avait dit, viser d'être le prochain Couche-Tard, le prochain Kruger, nous autres qu'on a à toi, la prochaine grosse business qui va marquer un peu l'histoire des business. Cool. Ça, c'est ce qui nous allume. Puis en plus, on a un autre Star Wars dedans, ça va être le fun. C'est un nice to have. Dan, as-tu des shameless plugs, des jobs d'ouvert du monde, tu veux rencontrer des compagnies, du feedback, tu cherches peu importe? Shameless plug de dev. On est toujours à la recherche de dev. Il y a un site de carrière, j'imagine? Oui, effectivement. Puis, que les gens aillent sur le site de progression, là, ils vont voir les postes qu'on a d'affichés. Okay. Dev senior, actuellement, c'est quelque chose qu'on cherche. Même, je dis senior, là, mais... en général? Ouais, c'est ça, on s'entend. C'est progressionlive.com? Exactement. Fait que dev, définitivement. Et puis, moi, je lance ouvertement. Je vais parler pour Tom Rodrigue, que tu connais, Tommy Rodrigue. Tommy, qui est notre Head of Growth, puis ce gars-là veut apprendre et a le couteau entre les dents, puis il a une drive incroyable. Lui, il ne demande que d'avoir un coach externe qui aurait de l'intérêt à apprendre quelqu'un qui a bien de la drive. Puis fait que si jamais il y a quelqu'un qui veut coacher un très, très bon gars dans Head of Growth, puis... Ben oui, c'est super bon comme shameless plug, j'aime ça. Ouais. Sinon, si le monde a des idées par rapport aux financing deals, tech deals ou special deals pour Progression, c'est progressionarmada.com? Progressionarmada.com. LinkedIn aussi, ça reste souvent une bonne... qui me poke directement. Daniel Valois sur LinkedIn. Exactement. Vous allez voir plein de lettres après son... Ouais, Daniel Valois, c'est celui qui a plein de lettres au bout. Là. C'est moi, ça. Dude, merci tellement d'être venu. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Yes. Cheers. Alright, folks. Gros shout-out à SAS.Group, notre spotlight partenaire d'octobre. SAS.Group, c'est une compagnie de portfolio qui achète des SaaS pour les faire grandir, pas pour les flipper ASAP. Ils visent des B2B SaaS qui sont bootstrapped, horizontaux, entre 2 à 10 millions de ARR. Super founder-friendly, tu peux dérisquer puis continuer d'opérer la business ou faire une sortie plus rapide. Il y a des deals qui se closent en 2 mois, puis ils fournissent la valo tôt dans le processus. Check out mon entrevue avec Anna Nedeina sur saspace.com/partenaire avec un S/SAS-group. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank.
J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve « Ajouter votre SaaS ». Il y en a plus de 300. Si vous ne suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, où on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!